Bonjour à tous, on est très heureux de vous recevoir, de voir autant de monde et puis d'avoir autant d'inscrits. C'est vrai qu'il y a 108 inscrits plus les étudiants cette année, donc ça fait, on est autour de 130, donc c'est bien, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on a le sujet du colloque, quand la journée en tout cas intéresse. Pour ce début, nous sommes accueillis par l'université Paris-Cité et nous avons deux personnes qui vont nous accueillir. Donc il y a Salem Daesh qui est le directeur de l'UFR GHES, donc géographie, histoire, économie et société. Et puis le directeur du LADIS, on va les laisser nous accueillir. Merci Étienne, merci François. Donc nous sommes très contents aujourd'hui donc de vous accueillir parmi nous et puis donc je pense pour son 40e anniversaire, l'association Espace et Milieu nous a offert ce cadeau donc de se retrouver ensemble, jeunes et moins jeunes, des Parisiens, des collègues et des anciens de Espace et Milieu qui sont venus, qui ont fait le déplacement. Et ça nous fait un grand plaisir donc de se retrouver ensemble au début de cette année et pour ce 40e anniversaire. Merci. Eh bien bonjour, de la part du laboratoire LADIS, pour le LADIS Espace et Milieu est depuis très longtemps une pépite. Voilà, donc ça fait partie des enjeux pour la recherche aussi que d'avoir un lien étroit avec les masters, avec les étudiants et les étudiantes en train de se former par la recherche, à la recherche parfois aussi, avec différentes modalités pour la recherche, parfois très ancrées sur le terrain, parfois un peu moins. Et le lien au milieu était un point central pour l'activité de notre laboratoire. Il y a une dimension environnementale, il y a une dimension d'exploration, de réflexion sur la pluralité des milieux qui est absolument centrale dans nos activités, les activités des collègues géographes, écologues et parfois même aussi d'autres disciplines, sociologie, économie, etc. Et donc je suis très content d'être là et je suis très impressionné aussi par le travail qu'ont réussi à faire les équipes successives pour faire vivre pendant 40 ans un master dans un milieu universitaire qui ne rend pas les choses toujours très faciles. Et donc, il faut souligner leur implication. Et ça, c'est une très belle chose. Et merci d'être tous présents et je vous souhaite une très bonne journée. Juste un petit mot pour dire que l'UFR SDV ne s'est pas désengagé de cette journée. Valérie Serre vous présente ses excuses, c'est la directrice de l'UFR et elle n'a pas pu venir, et Mathieu Arnoux non plus. Ils étaient prévus au programme et donc je suis sûr qu'il aurait émis des messages du même type que ceux que vous venez d'entendre, en tout cas je l'espère. Voilà. Je tiens à vous présenter tout de suite les excuses des absents, parce qu'il y en a quelques-uns qui ne seront pas parmi nous aujourd'hui, pour des raisons de grève ou d'autres. Je pense en particulier à Stéphane Anglès, qu'un certain nombre d'entre vous ont bien connu, un ancien directeur du master, qui a appris hier qu'il n'avait pas de train et qu'il ne pouvait pas rentrer ce soir, donc il n'a pas pu venir, et il vous présente à tous ses excuses. Et il nous a envoyé un petit texte quand même pour dire qu'il était bien présent dans la réflexion aujourd'hui avec nous. Alors, une première diapo pour vous montrer que Espace et Milieu, c'est un odyssée, c'est un parcours, c'est un master qui a eu une histoire 40 ans comme le disait Thomas, c'est long. Et c'est vrai que c'est une odyssée humaine ici. C'était un cité, il n'y a pas de Dieu ici, hein, c'est les humains, c'est ceux qui ont fait l'enseignement, qui ont dirigé ce master et qui ont porté ce projet en fait en accompagnant ici des étudiants. Avec ici cette idée que il faut essayer d'associer des enjeux écologiques et des enjeux territoriaux et en fait essayer d'insérer finalement mettre en relation ici la biologie et la géographie et en fait c'était un peu un rêve parce que la structure universitaire est absolument pas faite pour ça. Ça veut dire que ici on a des parcours, on a des canaux qui sont en fait qui sont souvent monodisciplinaires ou en tout cas enfermés dans des
des canevas qui sont plutôt géographie du côté des sciences humaines et sociales, et puis la biologie enfermée dans son côté sciences société, quoi. Sciences exactes, ou là j'exagère un peu, mais en tout cas voilà. Donc en fait ici on a des canaux qui se rencontrent pas, et donc pour les faire rencontrer, ici il a fallu se battre. Et là il faut reconnaître en fait la pugnacité, je dirais, des gens qui sont des enseignants qui ont été ici, puis de ceux qui ont porté le projet. Parce qu'ici on a rencontré des gens comme dans l'histoire de l'Odyssée. Ici on a rencontré des gens, des cyclopes, hein. Des gens avec des regards assez étroits. Et donc pour ça, il a fallu se battre avec souvent des équipes en fait qui mélangent. Vous voyez en fait donc on a mis les noms en bas des différents directeurs. On a souvent eu des bidirections avec un géographe et un biologiste. Et parfois il y a eu 2 géographes parce que à cette époque-là, il y a eu des problèmes du côté des sciences. Voilà, donc à chaque fois en fait il a fallu jongler. Et donc, et puis il y a eu quand même un appel social fort en fait pour la mise en place de cette structure. Et c'est vrai là il y a Jean-Pierre Raffin qui est ici et qui a été en fait un peu le pionnier dans l'histoire de ce master. Et c'est vrai qu'il raconte, et bon on l'a mis ici, mais que en fait il y avait un vrai appel de fond ici des structures à la fois ministérielles, mais aussi du territoire, à avoir des gens qui puissent en fait s'approprier des enjeux écologiques et territoriaux. Et donc qui puissent en fait à la fois être près des relevés d'espèces, mais aussi en même temps les corréler en fait à des enjeux territoriaux, sociaux, juridiques. Et donc pour ça, il a fallu faire une formation qui en fait associe toutes ces spécialités. Et donc ça en 1 an ou en plusieurs années, puisqu'il y a eu en 3 ans, voilà. Donc il y a eu en fait ici, il y a eu plusieurs types de formations, plus ou moins longues, mais toujours avec cette volonté de mélanger, d'associer des disciplines différentes et d'en faire quelque chose qui puisse insérer les étudiants, et donc toujours avec une oreille ouverte autour des professionnels. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on voulait, c'était de réunir des professionnels, donc avec toujours cette oreille et cette écoute sur les territoires. Qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que vous voulez en termes de formation aux outils, c'est pour ça que aussi la journée va décliner en fait des enjeux autour des notions, autour voilà. Donc à chaque fois on essaie en fait d'être à l'écoute et d'être corrélé en fait au territoire. Donc on voit bien ici chaque fois le master s'est transformé et avec une écoute forte. Et on voit ici en bas à droite, on vous a montré aussi en essayant d'avoir des étudiants qui viennent de disciplines différentes, parce qu'en fait la formation elle est portée donc par deux UFR, et après ensuite il y a aussi le vivier qui change. Parfois on a plus de géographes, parfois on a plus de biologistes. Donc depuis plusieurs années on essaie d'avoir 50-50 mais ça dépend des étudiants et des étudiants qui postulent. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a eu l'alternance qui est arrivée récemment, qui est pas encore très complètement, il démarre, voilà, on n'est pas encore, on hésite en fait, je crois que c'est les directions qui hésitent. Nous, on hésite un peu d'aller vers l'alternance parce que, en fait, c'est très contraignant sur un plan de l'emploi du temps. Et ça pose des problèmes, surtout qu'on a beaucoup d'étudiants qui veulent aller en région, et en fait, en région, être alternant à la fois à Paris et en région, c'est compliqué en termes de logement, en termes d'infrastructure. Donc ça fait que, voilà, des stages, on aime ça parce que la structure en stage plus formation 6 mois, là, ça fait qu'il y a une vraie, il y a des possibilités d'aller plus loin et d'avoir aussi un grand éventail de sujets et de structures qui puissent porter les stages. Dernièrement, on est aussi dans une graduate school, ici qui permet d'avoir des financements de l'IDEX qui finance ici des projets. Donc ça apporte de l'argent, et c'est vrai que de plus en plus en fait dans nos structures, les masters sont de plus en plus on nous demande de plus en plus de trouver de l'argent en fait. Donc là la Graduate School permet en fait de financer à la fois des étudiants qui viennent de l'étranger, mais aussi du terrain. Et là on va arriver à financer une partie du terrain à Nantes, on va aller à Rezé. On a une commande sur la revégétalisation. Et donc, ici, ça va permettre de financer ce terrain. Tu as des choses à rajouter, toi? Non, juste pour rajouter, la Graduate School, c'est une structure assez récente qui est apparue dans les universités. Donc cette Graduate School, elle est structurée autour d'une série de masters qui travaillent sur des questions environnementales, en fait.
Donc c'est un regroupement de masters et effectivement qui permet d'aller chercher des sources de financement et qui est bien sûr amené à aussi fédérer des travaux de ces masters ensemble. Donc c'est en phase de construction pour nous, ça fait 1 an qu'on y est, donc ça commence à émerger. Les premiers points, effectivement, comme l'a dit Étienne, c'est l'obtention de bourses pour des étudiants donc en Master 1 et Master 2. Donc voilà, c'est des nouvelles possibilités qu'on explore, on va dire, en ce moment. Alors, EM et la recherche. Bon, EM, c'est avant tout une formation, hein. Mais sous l'impulsion de Gilles Benest, qui est ici, et Stéphane Anglès à l'époque, il y a une série de colloques qui a été mis en place, qui étaient des colloques assez pointus. Donc d'ailleurs, qui était sur la première série qui s'appelait Territoire écologique. Hein, et vous verrez que le nom, il va revenir, parce que c'est le nom qu'on a réattribué au master à l'heure actuelle. Donc il y a une série de colloques qui avait été menée avec l'Université de Chicago. Il y a une antenne à Paris avec qui on a beaucoup échangé. Et puis l'UNESCO au départ, et puis la Fondation pour l'écologie politique pour le dernier colloque. Donc il y a une série de colloques donc de 2010 à 2016. Ces collaborations elles se sont un peu distendues ces dernières années, mais on a mis en place d'autres colloques, alors qui sont des colloques différents, qui sont des colloques d'échange plutôt centrés vraiment sur des présentations des étudiants et qui sont faits avec l'université de Kitakyushu, avec laquelle on a aussi des accords cadres. Donc ça permet des échanges, alors un peu plus importants quand les Japonais peuvent venir sur Paris, ce qui a été le cas 2 fois, mais avec le Covid, on est passé sur un mode, bien sûr, un peu plus simplifié. Donc cette année, il y en aura un le mois prochain. Il y a quelques Japonais qui reviennent, donc voilà, donc on relance ça, on essaye de maintenir ça. C'est un échange donc entre étudiants donc qui présentent leurs travaux divers et variés. Et puis on a aussi quelques colloques qui ont été organisés donc là avec les labos, avec principalement le LADIS et le LEAD, qui sont les 2 gros labos auxquels Etienne et moi on est affiliés, donc avec lesquels on travaille. Donc colloque sur la démocratie environnementale. On a fait un colloque sur Nos sort les plantes, donc on pourrait vous en parler un peu plus longtemps parce que le titre peut paraître assez particulier, mais ça fait quelques années qu'on travaille sur des questions autour de ça. Donc ça a été fait avec le Centre des politiques de la Terre, c'est aussi un institut interdisciplinaire créé à l'université ces dernières années. Et puis le dernier colloque en date, on y est, hein, c'est celui pour les 40 ans du master. Il nous semblait que l'occasion était belle de se réunir, comme on l'a déjà dit. Associé à ça, on a aussi associé à des projets de recherche et on met le master, on essaie de l'intégrer dans des projets de recherche et d'intégrer les étudiants dans ces projets. Et donc, on a été sollicité sur le projet Oasis, c'est la mise en place la déminéralisation en fait des cours d'école à Paris. Au départ, c'était plutôt la perméabilisation des cours d'école. Maintenant, c'est devenu la déminéralisation et la végétalisation des cours. Donc, on a participé au projet depuis 2008 et tous les ans, en fait, les étudiants en fait sont portés par ce projet. Ils ont une petite commande qui les suit pendant tout le premier semestre, avec des thématiques différentes en fonction des années. On a aussi on a intégré dans différents projets, un projet IDEX Sciences Recherche Participative. On a intégré le LADIS, on a intégré l'espace et milieu dans le projet, avec en fait c'est une commande spécifique pour les étudiants. On avait travaillé sur un projet, c'était à Bidart, en fait, c'était un financement, on avait dans une commune, en fait, dans le Pays Basque, on avait travaillé autour des enjeux c'était quoi déjà autour de la transformation de la ville depuis une 50aine d'années. Il y avait une analyse des évolutions paysagères, c'était Cléia qui était valorisation du paysage, donc Cléia qui est ici, qui portait plutôt le projet. On a été aussi financé par Mobidiv, par le ministère de l'Agriculture autour de l'agriculture et de la biodiversité. Et on avait essayé de travailler avec les agriculteurs conventionnels pour voir comment ils voyaient la biodiversité, comment essayer de les intégrer en fait dans une transition. Et puis avec ça, en fait, on a réussi à publier. C'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant on essaye de publier avec les étudiants. Donc c'est pour les intégrer en fait vraiment dans une démarche de recherche. Et donc on a eu un article dans Cybergeo, Plant Signaling and Behavior. Alors ça c'est plutôt les enseignants, mais là on va arriver justement là, cette année normalement à vraiment on les intègre plus ou moins dans la publication. Mais là cette fois-ci ça va être les auteurs. Et donc là d'ailleurs il y a Richard Bonnet qui est là avec le Parc national des écrins. On va essayer de publier quoi. L'article est en cours.
dans une revue autrichienne, Ecomont. Et voilà, l'idée, c'est de mettre les étudiants et de les faire publier dans un article scientifique. Donc, comme ça, c'est une reconnaissance aussi institutionnelle qui peut aussi apporter un plus ensuite d'un point de vue professionnel. Et puis, en plus, on a d'autres projets. Nous, on est toujours... Dès qu'on peut, on peut intégrer l'espace Simieux, on le fait. On a un projet avec au CNRS. Ouais, sur de co-culture. Et en fait, on va arriver à financer du terrain pour les étudiants de 2 ans au Maroc. Voilà, donc on a toujours essayé de regarder plus loin. Et puis aussi, on est dans un projet Cool School, un projet européen autour de Oasis. Donc, en fait, finalement, le projet Oasis qu'on a commencé en 2018, ici, on a réussi à le concrétiser. Là, c'est Céline Clausel, je ne sais pas si elle est là, qui a réussi. En fait, on a eu une bourse, quoi, c'est même pas une bourse, c'est un projet européen, Cool School, qui finance en fait un projet autour des cours Oasis à Barcelone, Bruxelles, Copenhague et Paris. Voilà, pour la recherche, c'est ça. Mais donc, on essaye d'intégrer de plus en plus la recherche dans le master. Ensuite, les expertises, on peut pas parler d'espace Simieux sans les expertises. C'est quand même une valeur importante pour le master, c'est d'essayer puis là, ici, on n'a pas toutes les... Là, je pense qu'on va peut-être... on n'est pas exhaustif. On va pas le lire, mais on n'est pas exhaustif, je pense. Mais bon, on a quand même une liste depuis 2005. Alors, avec toutes les commandes qui ont été portées par le master, et l'idée, c'est toujours, voilà, comme on vous le disait tout à l'heure, c'était de mettre les étudiants les pieds à l'étrier, et donc ici, d'avoir des commandes territoriales d'institutions différentes, des associations, des collectivités, des PNR, de la recherche. Mobidif, par exemple, tout à l'heure, le projet, voilà, c'était aussi une expertise effectuée par les étudiants. Et donc là, il y a au moins deux, il y a deux, maintenant c'est toujours deux expertises par an, avec, vous voyez, des thématiques qui sont très très différentes, hein, qui vont, on passe de l'agriculture en passant par des enjeux de reformulation des chartes, des réserves naturelles, des parcs nationaux, aussi autour des enjeux agricoles, autour de l'irrigation. Voilà. Il y a plein de thèmes différents qui ont été abordés par le master, ce qui prouve en fait ici, d'une certaine manière, la polyvalence des étudiants d'abord et de leur capacité à prendre des sujets très différents. D'ailleurs, on lance toujours un appel parce qu'on est toujours à la recherche de commandes. Donc, si jamais vous avez envie de travailler avec le master, vous le connaissez, n'hésitez pas à nous proposer des choses. Oui, on est très ouvert et c'est vrai que ça fait partie des stress quotidiens qu'on a, c'est de trouver une commande. Donc juste un petit point très très rapide, on n'a pas les chiffres sur tous les 40 ans du master, mais pour dire que on a quand même sur un taux de réponse de 80%, on a 90% des étudiants qui travaillent dans les domaines du master, donc c'est plutôt pas mal, et vous avez à côté les différents grands domaines dans lesquels ils se répartissent. Et donc la question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les 40 prochaines années? On est plein d'espoir. Donc voilà. Et puis déjà pour les 5 prochaines années, on voulait juste vous dire qu'on est en pleine phase d'évaluation donc de l'HCERES. Donc on a un joli fichier de 1630 cases qu'on doit remplir. Deux fois. Parce qu'il faut le faire dans les deux côtés. Enfin, c'était un peu une joke, mais vous voyez, c'est nos occupations. Ça, c'est un des fichiers, rassurez-vous, il y en a 2. Donc, on va tout de suite, c'est le programme, vous l'avez, on ne va pas le recommenter parce qu'on est déjà en retard, on a vu les étudiants qui nous assignent déjà. Ouais. Donc, on va tout de suite passer à la suite. Donc, on va donner la parole donc aux étudiants qui sont en charge de la conduite de cette journée et qu'on remercie déjà. Ouais, qu'on remercie déjà beaucoup. Ouais. Bonjour à tous, je m'appelle Blandine Young, je suis la présidente de l'association Espace et Milieu pour l'année 2022-2023 et je profite de ce temps de rencontre pour vous transmettre un petit mot de l'association. On sait que bon nombre d'entre vous nous suivent déjà sur les différents réseaux sociaux de l'association et on vous en remercie car c'est le but premier de cette association, c'est de faire vivre le réseau des anciens et de transmettre les informations importantes, que ce soit des informations concernant les offres d'emploi et de stage, des informations culturelles ou des invitations au colloque comme aujourd'hui. C'est pour ça
Pourquoi, pour ceux qui ne nous suivraient pas encore, on voulait vous faire un petit point sur l'actualité de l'association et les moyens de suivre nos projets à distance. Donc déjà, cette année, plusieurs projets ont été ou sont portés par l'association. Les deux principaux, c'est l'organisation de ce colloque et la remise de diplômes de la promo précédente, comme chaque année. Mais au-delà de ces grands projets qui ont été portés par les chargés de projet, Mathias qui n'est pas ici, Aloïs et Auguste, et mis en place par l'association entière, beaucoup de choses se passent au quotidien dans l'association de manière moins visible mais tout aussi importante. Par exemple, Alexandre, secrétaire de l'association, gère tout l'administratif et la rédaction des mails et documents administratifs. Nos deux secrétaires, Virginie et Christelle, sont en charge de gérer les comptes et de faire le lien avec la banque. Et enfin, l'équipe de communication avec Victoria, Léo et Emmanuel gère les réseaux sociaux de l'association, notamment par l'envoi de newsletters que certains ont peut-être reçus, et répondent aux mails envoyés à l'association, que ce soit par le réseau des anciens ou par les associations qui cherchent à établir des partenariats avec nous, peut-être pour les années à venir. Enfin, Olivia, la vice-présidente, m'aide à coordonner toutes ces activités pour assurer le bon fonctionnement général de l'association. Donc voilà pour l'équipe. Concernant nos réseaux, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et LinkedIn sous le nom Association Espace et Milieu. Et sur LinkedIn, on a spécialement créé cette année un groupe qui s'appelle Alumni Espace et Milieu qu'on vous invite également à rejoindre. On possède aussi cette année un tout nouveau site internet remis à neuf par l'équipe de communication que nous vous invitons aussi à aller voir. Vous le trouverez sur les moteurs de recherche en tapant simplement le nom de l'association. Et vous aurez sur ce site l'occasion de vous abonner à une newsletter qui vous envoie 1 à 2 fois par mois des nouvelles de l'association et du master. Une autre nouveauté de cette année, c'est l'introduction dans l'association de la plateforme Helloasso qui permet à quiconque le souhaite de faire un don à l'association du montant de votre choix, tout simplement en flashant le QR code qui se trouve à l'arrière du programme ou en cliquant sur le lien présent sur les réseaux sociaux et site internet. Toutes ces informations sont de toute manière présentes au dos du flyer et on est à votre disposition si vous avez des questions. Un petit mot également concernant le formulaire qui vous a normalement été remis à votre arrivée. Ça nous arrangerait beaucoup si vous acceptiez de le remplir parce qu'en fait, ça nous permet de récolter des informations sur vos activités depuis que vous êtes parti du master. Ça nous aide à garder le contact avec le réseau et ça aide aussi les étudiants dans leur recherche de stage et d'emploi. Par ailleurs, ce formulaire nous permet de vous demander si vous acceptez d'être filmé ou photographié, et ce pour les souvenirs, mais aussi parce que ça nous permet de mettre en avant l'événement sur les réseaux sociaux de l'association. Donc je vous remercie par avance pour ceux qui ont rempli le formulaire. Et je termine par la promotion du stand goodies que vous trouverez dans le hall devant l'amphithéâtre. Vous y trouverez des t-shirts en coton bio certifiés Ecotex, ornés du logo de l'association. Et ces ventes sont l'occasion pour vous de repartir avec un chouette souvenir du master et pour nous de financer le fonctionnement de l'association pour l'année à venir. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous et à toutes une très agréable journée de retrouvailles et de rencontres durant laquelle nous espérons tous avoir l'occasion de faire plus ample connaissance avec vous. Merci. Comment ça marche ce truc? Ah, ok, autant pour moi. Alors moi je ne comprends pas comment ça marche les Macs, est-ce que quelqu'un peut venir m'aider s'il vous plaît? Je suis désolé, moi je suis team PC. Ah là, ok, très bien. Ça marche. Ok. Et après? Super. Je suis désolé, j'ai l'impression d'être un boomer, je suis désolé. Je fais quoi? C'est bizarre. C'est grand, hein. La fenêtre du mat. Fantastique. Super. Et bien du coup oui. Donc avant de commencer de passer à la première table ronde, on voulait vous présenter les résultats de notre petite analyse textométrique qu'on a fait sur vos mémoires. Donc on a analysé les résumés des mémoires du master Espace et Milieu depuis 2005. Et donc on va vous présenter ça, parce que c'est toujours intéressant de voir l'occurrence des mots qui reviennent souvent, etc.
Donc d'abord un petit nuage de mots. Donc les mots les plus gros, c'est ceux qui reviennent le plus souvent. Donc on peut commencer par voir les mots espace et milieu, c'est quand même déjà pas mal. Mais c'est pas ceux qui reviennent le plus souvent. On voit que ceux qui reviennent le plus souvent, c'est environnement, naturel, écologique, espèce, qui sont plutôt des mots liés à la biologie, mais aussi territoire, études, espace, qui eux vont plutôt être liés à la géographie. Et donc là, c'est toujours intéressant parce qu'on voit vraiment les deux aspects du master dans la textométrie des mémoires depuis 2005. Donc voilà, c'est toujours sympa de voir ça. Et ensuite, on s'est demandé s'il y avait des thèmes qui revenaient pour une même année pour des promotions. Donc la plupart du temps, non. Mais on a quand même trouvé certaines années caractéristiques. Donc par exemple, la promo 2004-2005 a fait des mémoires qui étaient plutôt autour des zones humides et du régalien, avec des mots comme ministère, réglementaire, patrimoine. Donc voilà, pour aller rapidement. Ensuite, il y a la promo 2006 qui a plutôt travaillé en général sur des zones et des parcs protégés. En 2006-2007, ils ont plutôt fait des mémoires sur l'agriculture et l'industrie. Et en 2009-2010, ils sont plutôt intéressés en général à l'écologie du paysage dans leurs mémoires. Donc on a appelé ça l'année Grenelle, parce que c'était comme les lois Grenelle, les trames vertes et bleues, tout ça. Pour continuer, on s'est demandé... pour terminer, en fait, parce que c'est rapide comme analyse, on a fait une classification hiérarchique descendante pour voir les principales classes des différents, dans lesquelles s'insèrent les différents mémoires. Et donc on a une première classe qui est une classe un peu naturaliste, écologique, avec des mots comme espèce, végétal, flore, milieu. Et cette classe-là, elle est plutôt réservée pour les gens qui ont un parcours de biologiste. On la retrouve pas trop chez les gens qui ont un parcours de géographe. On a une deuxième classe qui est plutôt sur les usages anthropiques, la pratique, donc on peut retrouver notamment l'agriculture à l'intérieur. Et cette classe, elle est plutôt omniprésente dans à peu près tous les masters. Il n'y a pas vraiment de spécificité dedans. Une troisième classe sur les risques naturels et la réglementation, qui elle est plutôt retrouvée chez des gens qui ont fait leur stage ou leur service civique dans une boîte privée, dans une entreprise, ce qu'on peut imaginer que c'est des entreprises de gestion des risques, du coup, de prévention, etc. Une quatrième classe en bleu sur l'écologie du paysage, qui est donc, on l'a vu, à l'année 2009-2010, l'année Grenelle, et aussi chez les gens qui ont fait leur stage dans des collectivités. Enfin, une cinquième classe sur la sensibilisation, la recherche et les actions participatives, qui a été plutôt retrouvée chez des gens qui ont fait leur stage dans des laboratoires, ce qui est logique pour de la recherche. Et enfin, une sixième classe où on a retrouvé des termes comme base de données, résultats, statistiques, cartographie. Et là, pour le coup, c'est un peu commun à tous les mémoires, puisque au final, on utilise un peu tous ces outils un peu tout le temps. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. Merci pour votre attention. Et je laisse la place à la première table ronde. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc on va commencer la première table ronde avec 6 intervenants aujourd'hui pour cette première table ronde. Donc déjà, merci à tous les intervenants de cette première table ronde d'être avec nous aujourd'hui. Donc, merci à tous. Donc, le titre de cette première table ronde, c'est le retour sur les grandes notions qui ont fait et feront les métiers de l'environnement. Et donc, l'idée derrière cette table ronde, c'est de donner un regard historique sur les grandes notions, leurs évolutions, et imaginer quelles grandes notions seront nécessaires à l'avenir. Et donc, c'est la question qui est posée en premier lieu aux intervenants de cette table ronde,
qui vont commencer par se présenter et puis donner un premier avis sur cette notion-là, en 5 minutes chacun. Et puis ensuite, ils pourront discuter un peu et puis discuter avec vous aussi, échanger autour de questions. Donc, dans le premier, je vais donner la parole à Frédéric Gache, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, très honoré de faire partie de ce panel. Donc, je suis directeur adjoint de l'appui au territoire dans un établissement public territorial de bassin qui s'appelle Seine-Grand Lac. Et je salue une collègue avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années sur ces sujets, qui est Dominique Montmoreau, qui est dans la salle, qui vient de rejoindre l'ONF dernièrement. Bon, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans cette structure, qui est un syndicat mixte, qui a plusieurs missions. Historiquement, il gérait des lacs, réservoirs, pour la prévention des inondations, enfin l'écrêtement des crues et le soutien d'étiage. Et sur le volet environnemental, mais Dominique pourrait en parler bien mieux que moi, sur les emprises de ces lacs, il y avait beaucoup de travail à faire au niveau forestier, au niveau agricole, notamment. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais parler. Moi, je travaille beaucoup plus sur le volet prévention des inondations. Et pourquoi prévention des inondations, finalement, et gestion de l'environnement? Parce que ces notions ont beaucoup évolué dans les 40 dernières années. On a beaucoup travaillé historiquement sur le bassin, sur tout ce qui était infrastructure grise, donc barrages, digues, etc. Et depuis une vingtaine d'années, on voit de nouvelles notions apparaître, notamment tout ce qui est infrastructure verte, tout ce qui est solutions fondées sur la nature, qui prend corps chez nous depuis 7-8 ans. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on s'est rencontrés avec François et Stéphane à l'époque, maintenant avec Étienne, puisqu'on a développé on voulait développer depuis 2014, pour compléter l'action des lacs, tout le volet d'optimisation des zones naturelles d'expansion des crues. Donc, en fait, comment on mobilise et on remobilise les lits majeurs des cours d'eau. Alors, au départ, on était très axé sur la prévention des inondations, mais rapidement, on s'est rendu compte en fait que ces espaces avaient différents types de bénéfices, notamment ils peuvent accueillir la crue, donc ils permettent de limiter un petit peu la propagation de la crue en aval. Et puis, comme nous sommes souvent dans des milieux poreux sur le bassin de la Seine, ça permet de recharger la nappe alluviale et donc de retarder les périodes d'étiage. Notamment la question des étiages, qui est un sujet brûlant depuis les 10 dernières années, surtout chez nous. Et puis, en travaillant avec la profession agricole, c'est un peu le but aussi de notre action, c'est de voir comment et dans quelle mesure, dans le cadre d'un projet économiquement viable pour la profession agricole, comment essayer de changer de pratique sur un bassin dont on peut se rendre compte que la Confédération paysanne n'est pas le syndicat majoritaire, si je peux me permettre cette remarque. Donc on s'est rencontrés à ce moment-là pour essayer de définir un peu les contours de cette nouvelle mission, puisqu'on n'était pas forcément des spécialistes du sujet. Et donc on a fait appel au Master Espace et Milieux sur un territoire test qui est l'unité Seine supérieure, donc qui représente à peu près la Seine des sources jusqu'à la confluence avec l'Aube en aval de Troyes. Et donc, vous avez fait un premier travail de dégrossissement de cette mission-là en 2016, pour laquelle vous avez commencé à cartographier, à nous apporter un peu de matériaux, de compréhension aussi de ce territoire-là. Donc, par rapport à ces notions, solutions fondées sur la nature, évidemment, on peut parler de restauration de cours d'eau, reméandrement, mais aussi de tout ce qui est effacement d'ouvrages, on va dire de merlons, de curage, etc., qui contraignaient en fait les écoulements dans le lit mineur et ne permettaient pas d'envisager un débordement dans le lit majeur, ce qui normalement est le fonctionnement naturel d'un cours d'eau. Donc, on pourrait dire qu'après, évidemment, l'un ne chasse pas l'autre. On a toujours des infrastructures grises, mais on est sur la fin d'un siècle d'aménagement du bassin de la Seine via ces ouvrages-là, et cohabite en ce moment donc le volet infrastructure verte, si j'ose dire, donc avec cette mission d'optimisation des zones naturelles d'expansion des crues.
Donc ça se développe très très fortement aujourd'hui et c'est même la profession agricole dans certains secteurs de tête de bassin où on a des assecs extrêmement forts l'été, où on a des... Pardon, mais j'ai presque fini. Donc on peut dire que ce sujet-là se développe de plus en plus. Donc en termes de notions, on voit vraiment ces solutions-là se développer de plus en plus. Et les formations que vous proposez peuvent répondre, entre guillemets, à ces demandes, notamment de besoins de spécialistes en hydromorphologie, mais pas seulement, écologie des milieux, avec un fort tropisme pour la co-construction de projets, parce qu'en fait, l'aspect technique seul ne construit pas des projets. Il faut des gens qui soient capables de parler à un agriculteur, comme à un élu, comme à un riverain, et ça demande un peu de doigté, évidemment. Et donc, voilà, donc des profils polyvalents, techniques, sachant mener des démarches partenariales et avec une bonne maîtrise de l'économie circulaire, parce qu'au moment des questions, on pourra en reparler. C'est une notion-là aussi qui n'est pas seulement théorique, mais qu'on retrouve dans nos pratiques. Donc voilà, à peu près rapidement brossé ce que je voulais dire par rapport à ces évolutions, nous, des métiers sur le volet prévention des inondations. Merci beaucoup. Oui, j'ai oublié de préciser que Alexane s'occupait du temps avec moi pendant cette première table ronde, donc je vous inviterai, vous intervenants, à la regarder pour vous indiquer le temps qui vous reste. Ensuite, on va écouter Joachim Lemery, s'il vous plaît, si vous voulez bien vous présenter. Merci, bonjour à tous, je suis Joachim Lemery. J'ai été étudiant chez Espace et Milieux en 2002-2003. Et d'ailleurs, j'ai un collègue dans la salle, Stéphane Chemin, et peut-être cet après-midi, je crois, Bruno Gentil qui interviendra, et d'autres, j'espère. C'est un collègue, ça fait donc 20 ans que je travaille dans ce domaine, à peu près, donc à mi-chemin sur les 40 années d'existence d'Espace et Milieux. Alors évidemment, je n'ai pas une vision totale de l'évolution des notions, et puis je ne suis pas non plus un théoricien particulièrement de l'environnement, parce que finalement, mon parcours professionnel, il est essentiellement dans le domaine privé, et particulièrement l'aménagement du territoire, puisque j'ai commencé dans un bureau d'études d'ingénierie, de l'aménagement du territoire et des infrastructures, en particulier routières. Et puis ensuite, j'ai fait 15 ans de ma vie professionnelle dans un grand groupe de BTP qui s'appelle Eiffage. Et puis j'ai rejoint, il n'y a pas très longtemps, un autre groupe de BTP et de concessions qui s'appelle Vinci, que vous devez, j'imagine, tous connaître plus ou moins. En tout cas pour ces deux groupes, parce que régulièrement, en prenant l'autoroute, vous payez des péages. C'est malheureusement aussi connu pour cela. Mais en dehors de ça, ce que j'ai pu observer en termes d'évolution de notions, je vais vous en parler, je l'ai pu observer aussi en pratiquant à la fois mon métier au sein de ces entreprises, et puis aussi en donnant des cours depuis une dizaine d'années chez Espace et Milieux, et donc en entendant les étudiants, en exposant la manière dont je pratique mon métier, et puis du coup en entendant aussi finalement l'évolution des mentalités que reflètent les nouvelles générations d'étudiants, donc c'est assez intéressant. J'ai eu cette chance de pouvoir commencer à travailler avant Grenelle de l'environnement, en 2003 jusqu'en 2007, et puis ensuite j'ai vécu le Grenelle, et puis j'ai vécu son application dans mon domaine en particulier de l'aménagement du territoire. Et assurément, c'est pas la même chose, hein. Il y a un métier avant et mon métier n'a plus été le même après. Et notamment avec l'irruption très très forte d'une grande notion, pas du tout une notion nouvelle au moment du Grenelle, mais qui a été vraiment mise sur le devant de la table, c'est en particulier la biodiversité, qui irrigue toute notre manière de travailler, qui irrigue la manière de faire évoluer les métiers, les pratiques, les outils. Mais c'est une notion fondamentale, qui n'est pas du tout neuve en soi, bien sûr, mais qui est beaucoup plus travaillée qu'auparavant, qui est sur le devant de la scène. Et ça, c'est fondamental dans la fabrique de l'aménagement du territoire. Et ça, je voulais vraiment le repointer. C'est pas la seule grande notion mise en avant ou remis au goût du jour par le Grenelle de l'environnement et ses lois d'application et décrets, mais c'est assez important et ça a été fondamental pour mon métier et l'aménagement du territoire en particulier. Ça, c'est quelque chose que je voulais dire qui était important. Après, il y a, en termes d'évolution de notions, je pourrais résumer ça en 3 couples de termes. Premier couple, alors c'est aussi finalement à la fois plutôt quelque chose d'actuel et que je projette un peu en termes d'évolution. Je ne fais pas trop dans le rétroviseur sur les années 90 parce que j'ai pas forcément cette légitimité.
Premier couple, sobriété et circularité. La notion de sobriété, elle est au cœur de toutes les discussions aujourd'hui en matière d'environnement. Elle est vraiment très présente et elle interroge beaucoup la manière dont on doit changer nos comportements, mais aussi dont les modèles d'entreprise, les modèles d'affaires doivent changer. Quelles ressources ou considérer la finitude des ressources de la planète, c'est quelque chose d'assez important. Évidemment, c'est une notion pas simple à appréhender. Compte tenu de la manière dont on fonctionne, notre système. Mais c'est de plus en plus présent et c'est une notion donc, qui grandit fortement. Et puis je l'associe aussi à la notion de circularité, qui est finalement une notion qui va nous donner beaucoup d'outils et de méthodes pour travailler en particulier cette sobriété à travers tout ce qui est incorporé dans l'idée de la circularité, pas seulement le recyclage, pas seulement ce qui relève de la logique de recyclage, etc., mais plus d'aller chercher à la source la manière de penser différemment les systèmes. Je pense à l'économie de la fonctionnalité, des choses comme ça. Deuxième couple de termes, temps long et urgence. Alors, le Grenelle notamment, mais pas seulement, nous invite à penser le temps de plus en plus long, les cycles de vie. L'éco-conception doit se projeter sur le long terme et ça fait partie de cette grande vision holistique de nos métiers qui consiste finalement à traiter un maximum de sujets tout en un, et pas seulement se focuser sur des parties du sujet, des thématiques. Et puis le temps long, puisqu'il y a des choses très bien qui fonctionnent ou qui ont peu d'impact à un moment, mais qui peuvent en avoir sur le long terme, ou inversement. Et les outils d'aujourd'hui nous permettent de mieux apprécier cette notion et de mieux la gérer. Et dernière chose pour en finir, l'idée que le développement durable est une notion forte. Elle est très attaquée, très critiquée, mais elle reste quand même depuis 40 ans, j'ai envie de dire, une notion très présente parmi nous. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle associe quand même le travail sur l'environnement, la préoccupation de l'environnement, ce qui nous entoure au sens large, et puis sur les générations futures, donc le temps, pas seulement le milieu autour de nous, mais le temps, avec des choses beaucoup plus précises désormais. On va être beaucoup plus comptable des générations futures, auprès des générations futures de ce qu'on produit, de ce qu'on réalise. Et il y a 2-3 notions nouvelles qui s'appellent la résilience climatique, enfin nouvelles, dont on parle beaucoup plus, les notions de trajectoire écologique, carbone, climat, qui sont beaucoup plus présentes et qui nous invitent à être comptables et à présenter finalement nos trajectoires vis-à-vis de ces générations, vis-à-vis de l'avenir. Et ça, c'est assez intéressant. Dernière chose, la résurgence des communs, des choses communes, services écologiques, services écosystémiques. On en parle beaucoup et c'est une grande notion aussi qui parcourt un peu nos métiers, nos activités. Voilà, je m'arrête. J'ai un peu dépassé, je suis désolé. Merci. Merci à vous. En troisième, on va écouter Marine Linglard, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour à tous et merci de m'accueillir ici. Moi, je fais partie de la promo 92-93. Un certain nombre de copains sont là. On avait à l'époque œuvré pour Espace et Milieu. Des présidentes, vice-présidentes, secrétaires, trésoriers sont presque tous là-bas au milieu. C'était une grande aventure à l'époque. On n'avait pas tous les réseaux sociaux que vous avez aujourd'hui. On courait dans les couloirs pour mettre des affiches, pour essayer de prévenir les uns les autres des manifestations qu'on faisait. Puis des fois, on avait beaucoup de succès, puis des fois, on buvait juste un coup à 2-3 parce qu'il n'y avait pas grand monde ce soir-là. Mais ça nous a donné une forte cohésion et on est encore, on se retrouve assez régulièrement les uns les autres. Dans mon parcours professionnel, donc après Espace et Milieu, moi j'ai refait un DEA à Orléans, puis une thèse au Muséum national d'histoire naturelle sous la direction de Michel Notia et Patrick Blandin sur finalement le début des trames vertes et bleues. On les nommait pas comme ça à l'époque, mais on parlait de continuité écologique. Et j'ai eu la chance d'être lauréat de la Fondation de la Vocation aussi, grâce à Michel Notia qui était à mes côtés à l'époque. Après, j'ai été happée directement par Ecosphère, puisque j'ai soutenu ma thèse, et moins d'un mois après, Jean-Christophe Kovacs, le PDG d'Ecosphère, est venu me chercher, et j'ai eu un grand plaisir de passer 8 années au sein d'Ecosphère, aux côtés de Jean-Christophe, que je remercie aujourd'hui, qui est un grand patron de bureau d'études, aux côtés d'autres, comme Vincent, qui est là aujourd'hui, et qui ont porté ces enjeux de
l'écologie. Moi, je dirais pas environnement, je dirais pas développement durable. Nous, on a les pieds dans la faune et la flore depuis qu'on a démarré nos études. Et finalement, ce serait plutôt pour nous d'autres mots, comme les mots d'écosystème, de nature, de flore, de faune, de biogéographie, qui, moi, portent mes fondamentaux aujourd'hui dans le métier du quotidien. Pour continuer sur mon parcours, et je reviendrai sur les mots après, au bout de 8 ans à Ecosphère, où j'avais co-créé avec Jean-Christophe le service développement durable, c'est comme ça qu'on l'avait appelé à l'époque, c'était la mode du mot. Je suis d'accord avec toi, je pense que c'est un mot qui a du sens. J'ai créé ma propre structure qui s'appelle Urban Eco, qui n'est pas très loin d'ici, à Ivry-sur-Seine, et qui a cherché à travailler plutôt dans la relation ville-nature et intégration des enjeux écologiques dans les milieux urbains, dans les projets urbains, dans ce qui fait le quotidien de la ville de tous les jours. Donc, on ne travaille pas sur les autoroutes, pas sur les grands lacs. D'autres le font, mais on est vraiment dans les projets de développement des territoires, parfois sur des grandes échelles et parfois sur des petites échelles. Je travaille beaucoup avec Justine Marchal-Appleton, qui, au bout de la table, notamment pour tous les projets de Paris 2024, où on essaye de tenir des ambitions écologiques dans cette aventure des Jeux Olympiques. On est aussi, par exemple, à Emo Biodiversité pour le village des médias et le village olympique. Et Urban Eco, c'est une équipe très pluridisciplinaire, parce que c'est aussi un terme peut-être qui est un peu galvaudé aujourd'hui, mais qui a porté notre formation et qui est vraiment forte. On a au sein d'Urban Eco des naturalistes, spécialistes de la faune, de la flore. Moi-même, je suis toujours botaniste. J'ai gardé ce créneau d'activité et je vais toujours sur le terrain parce que j'adore ça et je pense que c'est nécessaire pour comprendre les enjeux de nos territoires. Donc, des naturalistes, 1 minute, je vais faire ça en 1 minute, présenter mes collègues. Naturalistes, paysagistes, on sait que c'est des métiers qui ne sont pas faciles à confronter, le paysage et l'écologie. Nous, ils sont en interne au sein du bureau. Des environnementalistes, plus généralistes, ingénieurs agro, ingénieurs environnement, des sigistes et des spécialistes du monde du compostage, puisque juste après Espace et Milieu, j'ai eu le plaisir de créer l'Association française de compostage, et c'est toujours un de mes dadas. On a installé plus de 22 000 sites de compostage en France depuis 90 à peu près, et je l'avais fait avec Jérôme Boisard, que je salue, qui vous salue pour ceux qui le connaissent, qui a changé de monde, mais qui a été aussi un pilier de l'association à l'époque. Puisqu'il me reste encore 2 minutes, je salue aussi d'autres collègues qui voulaient être avec nous aujourd'hui, mais ne pouvaient pas. Rémi François et Ronan Latuga, qui sont des excellents naturalistes qui continuent à exercer leur métier aujourd'hui. 3 mots quand même. Interdisciplinarité, flore, faune, et puis j'en ajoute un autre qui est trame écologique, puisque moi je n'appelais pas ça comme ça à l'époque, on était sur les îlots boisés qui se parlaient les uns les autres, ces petits bois en terre de grande culture, quand on a travaillé sur les trames écologiques, mais qui sont importants en ville comme en milieu naturel. Merci beaucoup. Justement, c'est dur, c'est court. Oui. Donc, vous aurez le temps de discuter un peu plus après la fin des présentations des intervenants. Et justement, on va passer à la 4e intervenante, donc Justine Marchal-Appleton. Merci, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir conviée à cette table ronde. Je suis un peu impressionnée parce que j'ai l'impression que par rapport à mes collègues, j'ai beaucoup moins de recul sur cette thématique de grandes notions qui m'a paru un petit peu vague au début, mais à force de vous écouter, je vais commencer à avoir un peu plus de choses à dire. Donc avant d'arriver là-dessus, juste quelques mots sur mon parcours. Alors moi, je suis de formation école d'ingénieur en aménagement génie urbain à l'école des ingénieurs de la ville de Paris. Et donc j'ai commencé ma carrière en société d'ingénierie sur des projets d'aménagement urbain et de transport urbain.
C'est ce qui m'a amené en fait à être confrontée à des problématiques environnementales et qui m'a donné l'envie, quelques années plus tard, de reprendre mes études et d'intégrer donc le master Espace et Milieu en 2017-2018. Et grâce à ça, j'ai pu donc prendre des rôles plus importants sur les questions environnementales, sur les projets. Donc j'ai travaillé sur un projet d'infrastructure linéaire en coordination environnementale et ensuite j'ai rejoint le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Au sein de la direction Excellence environnementale, j'ai en charge tous les sujets d'impact environnementaux et de biodiversité des sites. C'est une mission qui est vraiment à cheval sur les questions d'aménagement et les questions d'environnement, donc je suis ravie d'y être puisque ça correspond exactement aux deux thématiques que je souhaite travailler. Et c'est ce qui me permet aussi d'être au contact de spécialistes, donc notamment d'Urban Eco avec Marine, sur les questions d'écologie, sur les projets. Sur la thématique de la table ronde, donc je le redis, je considère pas que j'ai suffisamment de recul pour parler d'évolution des notions. En revanche, qu'est-ce qui nous préoccupe aujourd'hui et qu'est-ce qui nous occupe en fait sur notre travail quotidien? Il y a beaucoup de notions que vous avez déjà citées et que je partage. Ce que je souhaiterais rajouter, moi, par rapport à tout ça, c'est d'abord la notion de contexte. Quand on travaille sur des projets, en fait, on ne peut pas ne pas comprendre le contexte dans lequel on s'insère, comprendre les enjeux des lieux sur lesquels on va s'installer. Donc, pour moi, la notion de contexte, elle est fondamentale. Une fois qu'on a parlé de contexte, qu'on parle de projet, on va parler d'impact. Donc évidemment, le sujet de l'impact et qu'est-ce que c'est, quels impacts on va potentiellement créer, donc la notion d'impact. Et donc à partir de là, et c'est une notion qui a été déjà donnée, c'est la notion de concevoir et déconcevoir des projets. Faire avec, concevoir intelligemment pour éviter évidemment les impacts que l'on pourrait avoir. Évidemment, développement durable, je partage totalement ce qui a été déjà cité. Et j'irai même un peu plus loin avec le projet sur lequel je travaille, c'est d'aller vers l'éphémère durable. Vous allez me dire, ce sont deux notions qui se contredisent, effectivement, mais là, c'est là qu'est toute notre problématique en fait de l'événementiel, c'est de pouvoir faire du projet, pouvoir faire de l'événement, mais comment on fait pour le rendre durable et pouvoir continuer dans le contexte actuel à produire ces événements qui nous rassemblent. Et je terminerai donc avec deux dernières notions en lien avec le développement durable, l'éphémère durable, et ça a déjà également été cité, l'aspect d'économie circulaire. Penser le projet dès le début avec ce qu'on va faire derrière, ce qu'on va pouvoir, comment on va utiliser nos ressources même après les avoir utilisées, mis en place, et la question des pratiques et des usages. Il faut qu'on continue à produire des projets, des aménagements, mais si on ne considère pas l'usage et la pratique qu'on fera des espaces et des territoires, on n'arrivera pas à les concevoir durablement et en réponse aux besoins de tous. Et je vais m'arrêter là et je suis très fière d'annoncer que j'ai pas eu le petit panneau stop. Merci beaucoup. Ensuite, on va écouter Florence Maison. Ça marche ? Ouais. Je sais pas si je vais être aussi courte que... Parce que je suis de la deuxième promotion en espace et milieu de 88-89, ce qui nous amène assez loin. Et je suis très contente de revoir Micheline, Jean-Pierre, Gilles, voilà, qui nous ont accompagnés au début de la création avec Yvette de Wolf. Je profite de cette occasion pour rendre hommage à cette grande dame qui nous a beaucoup accompagnés, personnellement aussi, dans nos parcours ces premières années. Donc j'ai été titulaire du DESS, Espace et Milieu, qui a été notifié tout à l'heure, et j'ai fait comme Marine une équivalence DEA pour passer une thèse au Brésil sous une conduite un peu holistique de Magda Zanoni, qui elle également
aussi disparue et à laquelle je rends aussi hommage. Au Brésil, donc on a travaillé en groupe interdisciplinaire avec des étudiants de l'agro, etc., sur des problématiques de développement durable dans un territoire très très enclavé au Brésil. Après quoi, grâce au DESS qui était encore inscrit sur la liste pour être agréé pour passer les concours d'ingénieurs territoriaux, j'ai passé le concours d'ingénieur territorial et j'ai pu intégrer le Conseil général du Var pour opérer la maîtrise foncière au titre de ce que vous connaissez, les espaces naturels sensibles. Alors, dans le Var, c'était une gageure, puisqu'il y avait beaucoup d'argent, parce qu'il y avait beaucoup de constructions dans le Var, puisque c'est sur le produit de la taxe issue des constructions qu'on peut racheter des espaces naturels sensibles, et ils avaient voté le taux maximum à l'époque, donc on avait des millions à utiliser, et surtout en bordure littorale. Alors à l'époque, on n'était pas encore confronté aux problématiques d'élévation du montée de la mer, etc. Et on a beaucoup travaillé avec les élus locaux pour faire des conventions d'aménagement. Donc on a été les métiers à développer, c'était conducteur de travaux, établissement de diagnostic, rédaction des cahiers des charges, lancement des marchés publics, enfin tout ce qui est vachement sympa, les marchés publics, franchement. C'était un peu l'horreur. Après, surtout les élus ne comprenaient pas pourquoi des marchés étaient infructueux. Voilà, et c'était au moment en plus des élections, donc on avait des pressions sur la maîtrise foncière assez folles quand même, hein, surtout dans l'agglomération toulonnaise. Ensuite, alors on a commencé à travailler sur les données SIG à l'époque. Donc mon premier taf, ça a été de construire la base de données SIG sur tous les espaces naturels sensibles du Var. Et puis, j'ai été orientée ensuite dans une structure, toujours au Conseil général du Var, pour travailler plus sur les aspects développement du territoire, aménagement durable du territoire. Ça a coïncidé avec l'époque 99 où il a fallu recenser, regrouper tous les syndicats intercommunaux. Il y avait une flopée de syndicats intercommunaux dans tous les sujets pour rationaliser tout ça sous l'égide de la loi Chevènement qui prônait les établissements publics de coopération intercommunale dont on voit maintenant enfin la concrétisation et des paysages administratifs un peu plus simples qu'à l'époque. Même si, au regard de nos collègues qui n'ont pas embrassé toutes ces notions, ça reste quand même une complexité d'organisation administrative très importante. Les gens ne comprennent pas pourquoi il y a des régions, des départements, des communes, des EPCI, etc. Les maires ne comprennent pas pourquoi toutes les compétences sont transférées, etc. Donc, ça, c'est une parenthèse, mais ça ouvre sur les réflexions sur l'avenir. Après, j'ai intégré l'Institut français de l'environnement, qui est mort de sa belle mort en 2015, donc à l'occasion de laquelle j'ai dû partir j'ai dû abandonner mon poste d'ingénieur territorial. À l'époque, l'IFEN avait une aura quelque part, parce que c'était le seul institut qui établissait des synthèses sur l'environnement, alors soit en partant de thématiques, hein, il y avait les ménages et l'environnement, il y avait les déchets, il y avait l'énergie, etc. Moi, on m'a demandé de faire des cahiers régionaux de l'environnement. Donc, on a fait 4. C'était un énorme travail. On recensait toutes les statistiques existantes, toutes les données, etc. Et on a travaillé notamment avec tous les services d'État à l'époque pour faire des synthèses, publications un peu grand public. Donc, en fait, on était entre les administrations, mais on ouvrait les discours auprès du grand public. Et souvent, il y a eu des reprises presse, etc. Après, j'ai passé le concours sur titre d'ingénieur d'État et j'ai intégré donc le ministère de l'écologie, que je fais court. Je l'appelle ministère de l'écologie, mais sous le Grenelle, il avait un nom beaucoup plus grand. Donc j'ai travaillé en DDT, on a monté les données servitudes pour le géoportail de l'urbanisme et on a accompagné les collectivités pour digitaliser leurs documents d'urbanisme. Vrai gageur, c'est pas encore gagné, en dépit de l'obligation de cette année. J'ai contribué à l'élaboration des systèmes d'information sur les milieux marins pour une directive européenne. Et donc là, on a travaillé avec tous les opérateurs de l'État, depuis l'OFB jusqu'à l'Ifremer, pour organiser des systèmes d'information pour faciliter le rapportage à la Commission européenne des données.
Alors ça, pareil, hein, il a fallu négocier, représenter la France dans les structures européennes. Alors il y avait les pays du Nord qui étaient, il faut tout mettre en données, tout, les poissons, tout. Et puis les autres latins, plutôt, bah non, on va pas tout mettre, on va essayer de rester un peu soft, etc. Donc j'attire votre attention sur la tendance très anglo-saxonne de l'évaluation, qui est très liée à l'évaluation environnementale, où il faut tout quantifier, tout évaluer, tout dans la démarche plan do, check, act. Hein. Quand on planifie, après il faut vérifier, il faut évaluer. Et il y a un vrai changement très récent à ce niveau-là. Maintenant, il y a des données partout, mais plus personne ne sait où les trouver. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai quitté le ministère, hein, j'ai intégré le CEREMA, j'ai quitté le ministère il y a 1 an, j'ai définitivement démissionné, puisque une deuxième fois dans mon parcours, mon poste était supprimé pour des histoires de restructuration, parce qu'on parle beaucoup du ministère de l'écologie, mais en fait, il a subi des énormes restructurations, il y a eu des suppressions de postes énormes. Et je me suis dit, bah, maintenant, je vais voler de mes propres ailes. Donc, je me suis mise en auto-entrepreneur. C'est pas gagné. Hein. J'ai commencé à faire un agenda 2030 avec une toute petite commune rurale. Ah oui, je précise, j'habite en milieu très rural. Hein. Et là, j'ai intégré, donc j'anime, je travaille aussi, enfin, j'œuvre pour 2 associations, une AMAP locale, où je suis au bureau, et où on est sur les programmes d'alimentation et de précarité alimentaire. On a travaillé un peu avec Bertrand sur ces sujets. Et également, là, pour le moment, et j'ai mis le badge, parce qu'on a 2 entrepôts logistiques qui se profilent de 110 000 m² cumulés tous les 2, dans une petite ville médiévale de bord de Loire. Et on dit c'est pas possible. Et donc, mon objet a été de faciliter la compréhension par tous de c'est quoi une enquête publique? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il faut leur dire dans l'enquête publique pour gagner, hein, quand on a des projets comme ça, où la mairie ne veut pas partager ses informations? C'est quoi les notions de trame verte et bleue? En quoi vous pouvez contribuer, vous, apporter des choses? Donc, j'essaye de synthétiser un peu des informations basiques voilà, pour donner des éléments de réflexion aux gens. Expliquer aussi comment s'est constitué un SCOT, comment s'est constitué un PLU, à quoi ça sert tout ça. Les gens sont complètement déconnectés. Ils sont complètement déconnectés. Ils ne savent pas ce que c'est tout ça. Donc, si on peut aider ces gens-là, voilà. Donc, juste 3 mots. Économie circulaire, complètement d'accord. Territoire, cadre de vie. Approche des impacts cumulés, ce qui n'est pas fait. Hein. Stratégie environnementale, vision prospective. Voilà. Et aide à la décision. Et sur l'aide à la décision, j'insisterai sur l'éthique et la rigueur méthodologique. Puisque on voit dans les discours des élus, finalement, des glissements sémantiques hyper importants et qui peuvent être assez dangereux, voilà, pour la protection de la profession. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Et on va terminer cette série de présentations avec l'intervention de Fabien Roussel. Bonjour. Merci de m'avoir convié. Moi, je suis de la promo 2003-2004 d'Espace et Milieu. Et maintenant, je suis maître de conférence en géographie à l'Université d'Artois, après avoir travaillé en collectivité pendant une dizaine d'années, auprès de la Fédération des PNR, de Parcs naturels régionaux, c'était à la suite du DESS, à l'époque moi c'était DESS, et puis au Conseil général de la Seine-Saint-Denis sur des thématiques de qualité environnementale des bâtiments. Je suis revenu à la recherche grâce à un DEA que j'avais fait au départ avec Micheline Otia qui est là, puis surtout grâce à une thèse que j'ai fait avec Frédéric Alexandre qui était rencontré aussi durant le master. Alors moi donc j'enseigne la géographie de l'environnement et je mène des recherches dans ce champ-là depuis ma thèse. Alors je vais pas forcément revenir sur mon parcours là-dessus, mais je vais me focaliser, me servir du prétexte de la table ronde pour repartir d'un travail qu'on a mené notamment avec Frédéric Alexandre, mais d'autres collègues étaient présents aujourd'hui, ont participé aussi à ce projet qui est un dictionnaire paru en 2020, qui s'appelle le Dictionnaire critique de l'Anthropocène, aux éditions du CNRS. J'étais dans le comité
rédaction, et qui est bien pratique aujourd'hui, puisque ça me permet finalement de retracer une petite histoire des mots, mots qui aident à penser le monde, mais du coup, comment? Alors, le dictionnaire partait d'une histoire qui était assez pratique, en tout cas une histoire récente, qui montrait que finalement il y avait 3 récits qui se sont succédés autour du rapport des sociétés humaines à leur environnement. Un premier récit sur la notion de développement, associé à la question du progrès, notamment technique, et qui a laissé des mots qui ont pu être remis en cause. Je pense à agriculture productiviste, extractivisme, nucléaire, voilà, tout ça participant en fait d'un idéal plus ancien que le XXe siècle, mais qui a quand même s'est bien matérialisé au XXe siècle. Un second récit est venu finalement remettre en cause, récit ou disons vision, on peut appeler ça comme on veut, est venu remettre en cause cette approche-là, en considérant les limites de la planète, des ressources, et bien forgeant une série de mots qui se sont succédés depuis les années, disons, 70, 80, qui ont été évoqués là. Développement durable, biodiversité, transition écologique, changement climatique. Qui moi, de mon point de vue, donc disent cette remise en question, c'est cette nécessité de changer, de réfléchir autrement. Mais avec le temps, ont eu tendance peut-être à devenir des mots valises ou des mots pour lesquels il y a des choses peut-être un petit peu différentes ou floues dans la partie un peu plus opérationnelle. Et un troisième temps, et qui va rencontrer le terme du dictionnaire, qui est l'idée que finalement tout ça montrerait des impacts irréversibles sur ce les sociétés humaines ont fait, avec le mot d'anthropocène et des manières de penser finalement le rapport nature-culture nouvelle, où les choses seraient désormais hybridées, où il serait compliqué de faire la différence en ce qui relève de la nature, ce qui relève de la culture. Donc une manière de voir le monde, anthropocène, qui résout pas finalement non plus vraiment tout un tas de problèmes. À savoir que derrière ces mots, il y a des regards, des représentations, voire même des projets politiques, ou l'absence de projets politiques d'ailleurs, et que parler de ces grands termes, finalement, ne dit pas vraiment ce que font les acteurs ou ce qui les meut dans leurs actions. On pourra très bien avoir en réponse à ces enjeux-là des approches purement techniques, de géo-ingénierie qui s'inscrivent finalement dans la continuité de ce qui s'est fait avant, ou au contraire des approches qui remettent fondamentalement en cause ces conceptions, et on va voir émerger de nouveaux termes comme décroissance, par exemple, qui vont dans ce sens-là. Voire des visions franchement prophétiques, avec l'effondrement, qui est un terme qui a fait florès récemment et qui continuait d'être en vogue. Alors tout ça, finalement, moi, ma petite synthèse pour la dernière minute, c'est de dire que quand on utilise ces mots, il faut quand même avoir conscience qu'ils ont une histoire, ils sont ancrés, et puis ils disent quelque chose de notre vision des choses. C'est pas pareil quand on parle d'indicateurs, de normes, de qualité. On s'ancre dans un certain rapport quantitatif, en fait, normalisé aux choses. Quand bien même on parlerait de développement durable, eh bien, quand on serait dans cette logique-là, je suis pas sûr que la dimension sociale, par exemple, soit tellement incluse. À l'inverse, quand on s'ancrerait dans des approches qui s'intéresseraient aux inégalités environnementales, à la justice environnementale, aux luttes, aux ZAD, que sais-je encore, eh bien là, on insisterait peut-être davantage sur une articulation avec la dimension à défaut sociale, enfin sociale pour partie, mais en tout cas avec une réflexion sur le terrain, le territoire. Et finalement, ces mots, le seul juge, moi de mon expérience de géographe, le seul juge pour évaluer ces mots, c'est le terrain en fait, c'est ce qui se passe quand
quand on collecte de la donnée, quand on observe, quand on analyse et qu'on leur donne finalement du sens et qu'on voit derrière finalement qu'est-ce qui meule ceux qui manipulent ces mots. Voilà. Bah, merci à tous pour ces présentations. Donc, avant de peut-être passer à un temps de questions, d'échanges avec le public, peut-être qu'entre vous, vous aimeriez rebondir sur ce que certains autres ont dit, et notamment peut-être revenir aussi sur la question d'imaginer les notions futures, aussi au-delà du coup avec votre expérience passée, des notions futures, et puis voilà, discuter peut-être un peu entre vous, et puis ensuite, il n'y a pas de souci, j'ai des collègues en haut qui sont prêts à faire passer le micro s'il y a des questions pour intervenir au fil de l'échange. Voilà. Je vous écoute. Merci. Moi, je suis assez d'accord avec madame sur la notion de territoire et avec monsieur sur la notion de terrain. Alors, on travaille pas, nous on travaille sur un bassin qui fait 45 000 km², qui représente à peu près les Pays-Bas, des sources de la Seine et de ses affluents jusqu'à la sortie de l'Île-de-France. Donc avec des morphotypes territoriaux complètement différents, de la grande agglomération hyper dense à des zones rurales plus ou moins denses, jusqu'à la réserve d'Indiens, si je peux me permettre ce qualificatif qui n'est pas un jugement de valeur. Mais c'est certain que l'approche territoire et la structuration politique et sociologique de ces habitants est nécessaire et même quasiment obligatoire. Trop longtemps, quand je suis arrivé, tout était très descendant. C'est-à-dire, des lois étaient publiées, puis il fallait les appliquer. Or, on ne travaille pas de la même façon en zone de montagne ou en zone d'open field, ou dans le milieu urbain ou autre. Et ça, je trouve qu'en termes d'évolution, je le vois, moi, depuis une quinzaine d'années, on est beaucoup plus aujourd'hui à travailler avec les habitants, avec leurs élus, avec des représentants associatifs, notamment sur nos sujets. Prévention des inondations, je ne vous cache pas que c'est le rebutoir ultime. Parce que nous, c'est notre passion, mais il faut quand même bien imaginer que ce n'est pas la passion ultime des élus. Et dans la liste des priorités, ce n'est pas forcément toujours dans les 20 premières. Mais on essaye de travailler avec eux. Alors, diagnostic de territoire, on travaille beaucoup sur cette notion-là, justement en essayant de montrer comment, à travers le prisme de l'inondation, comment on peut raccorder toutes ces notions-là à des notions de développement territorial, si j'ose dire, mais qui intègrent ces notions-là. Première chose, et puis dans un deuxième temps, vous avez des ressources financières sur un territoire qui n'est pas forcément le même que sur un autre, et toutes nos solutions en fait doivent être vraiment adaptées au potentiel fiscal et financier, et même aux moyens humains que ces territoires-là ont à mettre en œuvre, peuvent mettre en œuvre sur nos sujets, qui ne sont pas forcément toujours les plus importantes. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, cette notion de diagnostic territorial, comment on arrive à faire sens auprès des habitants et puis de leurs décideurs, et comment, à travers, on va dire, un programme d'action peut-être moins ambitieux sur certains secteurs, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de les mener, et peut-être ventiler ça sur plusieurs programmations de 5 à 6 ans, parce qu'on travaille souvent sur des programmes de 5 à 6 ans. En tout cas, on voit que la politique des petits pas, en tenant compte de ces éléments-là, on voit qu'il y a une vraie appétence, il y a un vrai développement de nos sujets qu'on n'avait pas il y a une vingtaine d'années. Et je pense vraiment sur ces deux notions-là, sur territoire et diagnostic, adaptation de nos solutions à la capacité de les mener localement, ça c'est quelque chose aujourd'hui qui, à mon sens, justement fait sens. Peut-être, oui, le territoire, oui, la connaissance des espaces et des lieux. Je pense aussi, et moi je suis recruteur, donc régulièrement je reçois des CV, des gens qui viennent, mais peut-être d'autres le font aussi. Je trouve qu'il y a un élément important et des choses qu'on entend assez peu aujourd'hui parmi les plus jeunes, parmi les étudiants, qui sont les savoirs fondamentaux, qui sont ces connaissances fondamentales. Il faut avoir une connaissance sur la flore et la faune pour parler écosystème, pour parler nature en ville, pour parler
éviter, réduire, compenser. Qu'est-ce qu'on évite, qu'est-ce qu'on réduit, qu'est-ce qu'on compense? Il faut des connaissances fondamentales. Peut-être la notion de biogéographie correspond bien à espace et milieu, puisque c'est à la fois la nature, la flore, la faune, le sol, le sous-sol, la structuration géographique d'un territoire. Et puis, on peut avoir après d'autres composantes qui viennent enrichir cette connaissance biogéographique, qui vont être la connaissance plus ethno ou la connaissance plus des sciences politiques. Voilà. Il me semble que parler d'outils, c'est bien, c'est important de parler de savoir, de connaissances, avant de manipuler des outils, parce que des outils qu'on manipulerait un peu dans le vide, finalement, c'est des outils qui tournent à vide. L'autre élément qui est très important dans nos métiers, c'est les choix politiques. On ne fait rien, enfin, tu l'as vu dans les changements au sein du ministère, on fabrique des outils, on les supprime, on fabrique des lieux de travail et puis ils disparaissent. Notre quotidien, elle est portée par des choix politiques qui sont peut-être pas très clairs ces dernières années. Dans notre quotidien, on a des lois qui sont assez fortes. Les dernières lois sont fortes. Les engagements politiques sont peut-être pas aussi marqués que les lois qui sont votées. Et donc, du coup, ça nous met dans des difficultés dans notre quotidien de mise en œuvre opérationnelle. Donc, il faut qu'ensemble, on aide à redéfinir ces choix politiques. Et donc, au début d'un travail qu'on mène, que ce soit une étude ponctuelle, que ce soit un travail sur un plus long terme, il faut bien comprendre les engagements politiques de nos interlocuteurs, techniciens ou politiciens, puisque les techniciens ne font que mettre en œuvre les choix politiques pour que on agisse dans une logique de développement durable, que ça dure sur le long terme. Et je rejoins Justine, que ce soit de l'événementiel ou que ce soit de l'autoroute, des choses qui vont durer longtemps, même si on ne fait plus beaucoup d'autoroutes aujourd'hui. La 79, c'est peut-être la dernière, c'est ça, Sébastien. Finalement, il faut qu'on ait un socle de connaissances et une bonne commande politique. Les bons maîtres d'ouvrage font des bons maîtres d'œuvre. Petit commentaire, on parlait de terrain, on parlait de connaissances fondamentales. Pour l'anecdote, hier, j'assistais à une restitution d'une étude sur résilience climatique d'une infrastructure linéaire ou pas, et le bureau d'études qui nous restituait parlait tout le temps la science nous dit que, au sens nos experts scientifiques ont utilisé les grandes bases de données mondiales, ont modélisé ça et nous donnent ces résultats. Et il manquait fondamentalement une chose, c'était l'approche terrain, notamment sur l'appréhension du risque inondation par exemple, ou même de chaleur extrême. J'avais envie de dire, mais vous l'avez pas du tout confronté aux réalités du terrain de cette infrastructure-là. Et en réalité, vous allez soit alarmer, soit au contraire imaginer un risque trop faible qui n'est pas du tout confronté à une approche, je sais pas, géomorphologique, hydromorphologique ou autre, ou même technicienne, ingénieur, tout simplement. Et je trouve qu'effectivement, alors c'est pas du tout de la notion, mais c'est de se dire effectivement l'approche terrain, elle est assez fondamentale parce que on peut, avec la recrudescence du big data, des données, faire tourner des modèles, et puis parfois c'est un peu déconnecté de certaines réalités environnementales, je trouve, propres au terrain. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans les grandes notions, moi j'ai été assez bercé par, et c'est grâce à Espace et Milieux, l'importance du droit de l'environnement, des notions juridiques, et les grandes notions juridiques, droit de l'environnement, principe de précaution, prévention, principe pollueur-payeur, etc., m'ont vraiment toujours me semble fondamentale et importante. Et j'entrevois une notion un peu nouvelle qui n'est pas encore rentrée, je crois, dans le domaine juridique, mais qui probablement le deviendra. Enfin, je sais pas trop, un peu déjà. Je lui donne pas de nom. Alors, je donne la notion de scénarisation, la notion de trajectoire, une notion trajectorielle, de prospective. On doit respecter des engagements globaux, accord de Paris, 1,5 degré, etc. Et tous les acteurs, qu'ils soient
institutionnels ou privés, enfin publics ou privés, aujourd'hui se prêtent à cet exercice de scénarisation, de modélisation, pour vérifier si on rencontre bien la bonne trajectoire qui permettra de ne pas basculer. C'est peut-être un effondrement. Et c'est une notion force qui nous porte et qui porte notre métier, qui renouvelle un peu le métier. Je lui donne pas de nom, elle n'est pas complètement inscrite dans le droit. Voilà, mais c'est quelque chose qui me semblait important à mettre en parallèle avec les principes fondamentaux, quoi, prévention, précaution, pollueur-payeur, qui sont toujours d'actualité et qui se renouvellent. Hein. Le système de mécanisme d'adaptation de la carbone aux frontières de l'Union européenne est typiquement un principe pollueur-payeur très intéressant. Et voilà, ce ne sont pas des notions à mettre au placard, bien au contraire. Merci, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par Marine et Joachim également, et vous. Il y a dans les mots communs qu'on a jetés tout à l'heure dans économie circulaire, on était tous bien d'accord, on a oublié le grand absent, mais qui est aussi le grand absent, même s'il est très présent dans les discours, c'est le changement climatique. Je pense que c'est le grand défi à venir. Ça va amener des modifications substantielles, justement des compartiments au air-sol, comment, etc. D'où l'exercice de la prospective qui est hyper important. Je peux vous dire qu'au sein du ministère, puisque on a été une douzaine à être formés pour former des cadres du ministère à la prospective, c'est pas complètement gagné. Souvent, d'ailleurs, on fait, et c'est pour ça que je parlais de glissement sémantique, on nomme des services prospectifs, mais ils n'en font pas. Une fois qu'on les a nommés, en fait, ils font plus de prospective. Et puis la prospective, il ne faut pas que ça fasse peur, en fait. C'est une façon de se projeter sur l'avenir et d'amener surtout à faire réfléchir les gens ensemble. Mais faire réfléchir les gens ensemble, c'est très complexe. Dès lors qu'il n'y a pas de portage politique fort. Enfin, en tous les cas, je vois dans ma commune ou dans mon intercommunalité, par exemple, le plan climat air énergie territorial obligatoire depuis 2018 n'est toujours pas lancé en 2023. Ce qui montre bien quand même qu'il y a une espèce de déni sur ce qui se passe, ou alors carrément on ne sait pas comment faire. Même si je leur disais, je suis là, je peux vous aider, puisque j'ai formé des gens sur les PCAET, etc. Mais bon, ça ne prenait pas. Alors, c'est peut-être moi aussi qui fais peur, j'en sais rien. On m'a souvent dit, t'es grande, tu fais peur. Oui, d'accord. Je suis une femme aussi. Dans les milieux politiques, c'est très difficile, pas face à des maires machos ou des élus au conseil départemental très machos. C'est du vécu. Mais voilà, donc moi je crois qu'il ne faut pas baisser la garde. Il faut orienter justement la vision des territoires dans un contexte de changement climatique. Voilà. Qu'est-ce qui se passerait si 2 degrés, vous prenez 2 degrés de plus dans la tête, ça veut dire moins d'eau, plus d'inondations, plus de tempêtes, il faut protéger, etc. D'où la nécessité que l'infrastructure naturelle, trame verte et bleue, pour moi, est l'infrastructure à défendre absolument, absolument. Or, même au niveau des SCOT, des schémas de cohérence territoriaux, s'ils intègrent gentiment les données des anciens schémas régionaux de cohérence écologique, les trames vertes et bleues, mais qui sont conçus au 100 millième, encore localement, sur la notion de trame verte et bleue, à l'échelle, à la grande échelle, c'est-à-dire à l'échelle de la parcelle, ce n'est pas traduit. Ce n'est pas traduit. Ce n'est pas traduit dans les règlements des PLU, de dire il faut arrêter de mettre des barrières avec des murs, il faut faciliter la transparence écologique, y compris entre les parcelles des documents d'urbanisme, etc. Donc là, il y a un gros enjeu. Parce que là, pour moi, voilà, c'est ce que j'essaie de défendre. La trame verte et bleue, c'est notre garant de notre résilience territoriale. Au-delà de tout ce qu'on pourrait faire, amener les gens dans les communes via des ateliers, discuter sur comment vous voyez votre avenir, comment on construit ensemble notre avenir, etc. Pour moi, voilà, c'est le grand absent. Enfin, dans mon territoire de vie, en tous les cas. Un de vous deux, qui va en premier? Oui, il y a un mot que j'ai pas utilisé tout à l'heure, c'est le mot relation en fait, et qui va déterminer en fait les relations de pouvoir entre les acteurs. Je prends un exemple sur la biodiversité en rapport avec un projet de recherche que je mène actuellement sur un sujet a priori anodin,
la cueillette de plantes sauvages en ville, qui vient en fait se percuter en fait des rapports à l'environnement qui émanent d'acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes attentes. Et par exemple, les espaces verts qui entendraient préserver une biodiversité qu'on ne toucherait pas, qu'on laisserait à distance, qu'on préserverait, et de l'autre des cueilleurs qui sont tout autant intéressés par le souci d'écologie, mais qui, eux, bien, auraient un autre rapport à ça. Donc, qui définit le bon rapport à la biodiversité? Tout ça pour dire que finalement, quand on a parlé de biodiversité, on n'a rien résolu non plus sur la manière de procéder. Et que de fait, il y a toujours des prescripteurs et des gens qui reçoivent, et qu'il ne s'agit pas forcément juste de demander leur avis aux gens pour valider des projets, mais qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur les usages, les relations, sur un territoire donné, sur les pratiques, et la légitimité que les uns ont, que les autres n'ont pas, à faire valoir des relations. Et que tout ça est normé, et qu'en fait, les mots, quels qu'ils soient, quoi qu'ils disent sur la réalité, biodiversité, changement climatique, de mon point de vue, ne résolvent pas en fait ce qui a vraiment lieu sur le terrain. Et ces ajustements en fait perpétuels entre des rapports. Quand bien même on s'inscrirait d'ailleurs dans des schémas de volonté écologique. En fin de compte, plus le temps avance, j'ai l'impression, plus chacun se saisit d'écologie, quel que soit son bord politique, quelles que soient ses intentions, et moins on y voit clair sur ce qu'on veut faire derrière. Donc je reviens, donc voilà, je suis complètement d'accord avec vous sur savoir de quoi on parle, de la faune, de la flore, de la représentation des habitants, de leurs usages, de leurs pratiques, des acteurs quoi, et du terrain. Un complément. Je voudrais compléter sur deux aspects. Le premier, là, dans la continuité de ce que tu dis, pour moi, il y a un sujet de pédagogie, en fait, et de communication et de partage. On se rend compte que, comme tu le dis, c'est qu'effectivement, derrière les mots, on peut avoir plusieurs sens et plusieurs approches. Et à un moment, si les gens ne se parlent pas, s'ils ne communiquent pas, s'ils ne partagent pas, on n'arrive pas à avancer. Et en fait, ce qu'on se rend compte, alors... par rapport, dans notre milieu professionnel et les relations qu'on peut avoir avec les élus, c'est que ils ont envie de prendre des décisions, mais ils n'ont pas forcément l'intégralité du bagage qu'il faut pour pouvoir prendre peut-être la bonne ou une mauvaise décision, j'en sais rien. Mais on se rend compte que les élus actuellement, ils doivent avoir des connaissances sur toutes les thématiques. Toutes les thématiques sont très complexes. Et donc, il y a un nécessaire besoin d'accompagnement des professionnels de l'environnement sur les thématiques qui nous concernent. Et parfois, ça marche bien parce qu'on a des élus qui ont envie, qui s'attachent à ces thématiques-là, et parfois, ils sont attachés à d'autres problématiques qu'ils peuvent avoir sur leur territoire, et donc ça passe un peu à côté. Et je voulais revenir aussi sur l'exemple que Joachim, tu as donné sur le projet où on regarde les données scientifiques et on ne confronte pas à la réalité du terrain. Je suis complètement d'accord. Et c'est aussi, parfois, on fait l'analyse du terrain et on ne se confronte pas au projet qu'on veut développer. Donc, on va avoir un hyper spécialiste qui va aller faire ses inventaires, qui va nous dire, voilà, tout ça, on ne peut pas faire. Et en fait, parfois, quand on confronte au projet, on dit, oui, effectivement, peut-être qu'il y a cette contrainte-là, mais comme le projet se développe moins sur ce périmètre où l'installation, elle est moins invasive, en fait, on pourrait quand même la faire. Donc, il y a à la fois besoin de ces hyper spécialistes pour la collecte des données, pour la connaissance du terrain, pour alimenter la réflexion sur le terrain. Mais on a aussi besoin de personnes qui sont, on va dire, des pilotes, des coordinateurs, et qui sont en capacité de comprendre à la fois la technique du projet, de comprendre à la fois les techniques de l'environnement, et donc qui sont à la jonction des deux. Merci. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite rebondir ? Juste pour compléter ce que tu viens de dire, Justine, peut-être c'est le grand âge comprend l'expérience qui me fait dire ça. Je trouve que c'est plus simple d'être un bon généraliste quand on est un bon spécialiste que l'inverse.
Donc ils font quand même des bons fondamentaux de spécialistes qui construisent une pensée et ensuite on s'ouvre à d'autres domaines, à d'autres compétences, à d'autres savoirs. L'inverse, on peut toujours tout d'un coup se mettre à rentrer dans une spécialité un peu plus tard, mais c'est plus dur. Donc construire des fondamentaux de savoir, c'est vraiment important tout jeune. Et puis après, vous ouvrez au monde politique, au monde social, au monde de la concertation, etc. Et quand même, peut-être, pour faire beaucoup de documents d'urbanisme, Florence, ça fait un bon moment qu'on intègre les trames vertes et bleues dans les documents d'urbanisme, quand même, dans les PLU. Ouais, dans beaucoup de territoires. En tout cas, je ne sais pas, nous, on en a une bonne quarantaine à notre actif, et on a toujours dit ça. Je pense que les autres spécialistes aussi. Voilà. Après, c'est pas parce que c'est écrit dans un PLU que c'est mis en œuvre de manière opérationnelle. Un PLU, ça donne juste la capacité à faire. Ça ne fait pas. Ça impose un certain nombre de règles. On a plein de vues. Pour prendre un exemple très simple, les clôtures un peu ouvertes pour le hérisson, elles sont écrites dans une très grande majorité de PLU aujourd'hui. C'est pas pour ça qu'elles sont bien faites. Puis personne ne va vérifier que c'est fait au bon endroit. Et le pauvre hérisson, il faut qu'il passe par un chemin très, très, très compliqué avant d'arriver au petit trou de la clôture. Donc évidemment, il souffre bien avant et parfois il en meurt. Je crois qu'on a aussi cette problématique entre des injonctions très nombreuses. Vous lisez les documents d'urbanisme très complexes aujourd'hui, et tant mieux, parce que il y a beaucoup de choses dedans. Mais il y a un problème de mise en œuvre opérationnelle. Le pétitionnaire qui dépose son permis de construire, il a du mal à suivre toutes ces injonctions, parfois un peu contradictoires aussi. Voilà, parfois contradictoires, puisque on fait ces documents qui sont faits à plusieurs mains, et j'en reviens à dire que on a besoin de maîtres d'ouvrage qui relisent bien les documents que les spécialistes fabriquent pour qu'on ait cette pluridisciplinarité cohérente au final, et non pas un assemblage d'informations de spécialistes pas bien digérées. Et donc il faut aussi donner du temps à cette période de digestion au moment où on produit des documents, quels qu'ils soient. Et le temps va trop vite aujourd'hui. On voudrait toujours que les études soient faites dans un temps très court. Justement, merci. Je voudrais rebondir sur cette histoire de rapidité. Récemment, j'ai vu, parce que je suis sur LinkedIn, comme la plupart d'entre nous, je pense, passer une offre de poste en intérim pour des métiers comme ceux qu'on développe, mais vraiment faire du piscopie d'études d'impact, en fait. Et là, ça m'a un petit peu alertée, parce que si on recrute en intérim des gens qui font du copier-coller, etc., parce que quand même j'étais aussi dans les services de l'État, on voyait pas mal d'études d'impact qui étaient du copier-coller ou à l'évaluation environnementale. On voyait des choses qui n'étaient pas forcément appliquées au terrain en question. Et donc, ça m'amène à proposer ou à réfléchir. Est-ce qu'il y a une éthique, une charte à l'issue, par exemple, du master, dire voilà, tous les professionnels du master s'engagent à une espèce de transparence, à une éthique professionnelle, voilà, comme un peu les ingénieurs écologiques qu'avait défendu Agnès, voilà. Ouais, voilà. Donc, est-ce que on va sur cette pente-là pour affermir les métiers et dire, nous, on est c'est des gens sérieux qui sortent d'espace et milieux, c'est des formations pluridisciplinaires, holistiques, des approches, mais après on est emmené dans le réel du concret de nos métiers. Voilà, on a un chef qui nous demande de faire ça, et puis on essaye d'éviter pendant un moment, puis après on a la pression, et puis il faut faire. Donc comment on peut trouver au sein du réseau aussi des points d'appui, des forces, pour ne pas être seul des fois, parce que des fois on peut être seul. En tous les cas, ce qui se passe, nous, dans notre territoire, c'est qu'on n'a pas de PCAET, on n'a pas de SCOT, on n'a pas de PLU depuis 2005, qui a été renouvelé. Donc, c'est pour vous dire quand même que c'est chaud les marrons, il y a du boulot. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient intervenir et qui auraient des questions? Dans ce cas-là, normalement, il y a quelqu'un avec un micro. Non, il y en avait un. Juste pour... en fait, moi, je trouve que c'est intéressant cette question d'éthique là, qui a été soulevée et que je voulais justement... C'était une question que je voulais poser parce qu'en fait, c'est vrai que je pense que c'est important en tant que professionnel et puis même en tant qu'une formation qui a 40 ans, on pourrait commencer à avoir
on pourrait utiliser le réseau, en fait, et tous les anciens pour peut-être mettre en place quelque chose qui soit visible et qui puisse être porté par le master. Ça, il y a vraiment, Mais il y a un autre élément que j'aurais bien aimé soulever, c'est la participation, qui a été, en fait, le terme n'est pas apparu, étonnamment, mais pourtant, on sait que c'est un terme galvaudé, parce qu'on sait bien que derrière la participation, c'est à quel moment du projet, qui participe, etc. Toutes ces questions, en fait, qui sont encore des questions éthiques, au final, c'est qui fait, qui et quand ils interviennent et dans quel processus de décision. Mais la participation, la co-construction, c'est tous ces éléments qui sont apparus en fait, il y a une dizaine d'années, mais qui font florès, mais qui posent question ensuite comment on intègre ces habitants, comment on intègre dans la décision. Et là, ça nécessite un changement, une révolution que je pense qu'on n'est pas encore, on est encore très loin d'un point de vue juridique, d'un point de vue aussi des métiers. Parce que il faudra des métiers, des gens qui soient capables en fait de porter des discours qui ne sont pas les leurs. Et je trouve qu'à Espace et Milieu, c'est vrai moi je suis de plus en plus sensible à ça, et c'est vrai que je donne des cours autour de la lexico-textimotrique pour qu'ils puissent s'approprier en fait du vocabulaire des autres, qu'ils puissent les porter, qu'ils puissent comprendre derrière un mot il y a plusieurs sens, et en fait on peut aider, on peut participer à la décision, et les habitants, je pense que là il faut des gens qui soient, je sais pas, Florence, c'est un peu ce que tu fais finalement, c'est porter des discours en fait locaux et d'aider en fait de rapprocher finalement les habitants des décisions, des lois, des... À quel moment on peut participer? Alors je ne vous parle pas de la charte de la participation qui a été mise en place par le ministère de l'écologie, où là les termes co-construction, participation sont très bien définis, hein. Et si les collectivités adhèrent à cette charte, après normalement elles sont censées porter des projets, voilà. Ce qui n'est pas... ça peut être aussi utilisé d'un autre côté. On se rend compte que finalement, la participation du public, elle n'est pas possible s'il n'y a pas une volonté politique forte pour qu'il y en ait une. Le processus réglementaire, c'est... On peut une consultation facultative seulement dans certains cas qui sont certaines ICPE ou alors pour certains PCAET, voilà, c'est facultatif. Et puis, alors, il faut que 20% de la population l'ait demandé, hein, le droit d'initiative, ou alors il faut qu'une collectivité l'ait voté, ou il faut qu'une association agréée pour l'environnement l'ait fait. Donc, sur un territoire de 40 000 habitants, emporter 20% de la population pour leur dire « Ah, il faut une consultation citoyenne en amont », c'est pas facile. Et après, il y a vraiment l'enquête publique où là, la consultation du public est importante. Mais quand on voit les documents qui sont mis sur les sites des préfectures, il faut le vouloir, hein, lire les documents sur les sites des préfectures, en fait. Et puis, savoir trouver les points litigieux ou, qui sont bien cachés, en général. Hein. Notamment les études d'impact qui ne sont pas faites 4 saisons, etc. Donc, quels experts on peut faire appeler du réseau aussi, par exemple, pour des projets citoyens. Le réseau pourrait très bien dire, nous, on a des experts... Voilà, ça serait intéressant. Moi, j'ai mobilisé un expert qui nous a montré sur le projet de logistique 15 espèces d'oiseaux en un jour, que l'étude, soi-disant 4 saisons, on n'avait trouvé que 2. Aussi, dans la participation, discuter de deux éléments complémentaires qui sont d'une part qu'on peut... s'appuyer, qu'on doit s'appuyer sur des structures nationales ou régionales ou locales du monde associatif qui sont quand même importantes, toujours présentes, construire, et pas seulement sur le citoyen qui est individuel, hein, qui a aussi du mal à défendre autre chose que son précaré, ce qu'il a autour de lui. Donc travailler en amont, avant les phases formelles de participation citoyenne, il est important de travailler avec toutes les structures amont. En Ile-de-France, aujourd'hui, on travaille avec, dans tout projet d'aménagement avec l'ANCA, France Nature Environnement et toutes les associations locales, parce qu'elles ont un savoir, elles représentent des idées et elles participent à co-construire les projets, donc pas attendre le dernier moment. Peut-être aussi, dans des expériences qu'on a aujourd'hui de projets, on a aussi toute une partie de la concertation qui est la concertation interdisciplinaire, qui est ne pas produire des documents simplement dans son domaine de spécialiste, mais
d'échanger avec les autres spécialistes. Les études d'impact, par exemple, aujourd'hui, ne doivent plus être d'un côté les bureaux environnement, de l'autre côté l'aménageur, de l'autre côté l'architecte, le troisième côté le spécialiste de l'eau, le quatrième côté le spécialiste, ou le cinquième, sixième, tous les spécialistes, mais se mettre autour de la table entre spécialistes, cette fameuse interdisciplinarité qui permet de produire un résumé qui est certes un peu gros, peut-être de 20-30 pages, mais qui est accessible au grand public, parce qu'on a déjà parlé aux autres spécialistes et on a amélioré notre façon de rédiger. On est sorti un peu de notre corpus scientifique, souvent effectivement un peu indigeste pour le grand public. Donc il y a tout ce moment de la concertation entre disciplines qui est important, qui doit être vraiment développé aujourd'hui. Et ceux qui tiennent le crayon des projets, ils ont tout intérêt à avoir ce soutien technique et scientifique pour arriver à une qualité. Ça va arriver. Ok, pardon, merci. Juste pour compléter, c'est un peu une des évolutions qu'on note du côté des maîtres d'ouvrage, c'est que effectivement, ils commencent un peu plus à se mettre en relation avec les associations qui sont concernées, enfin, en tout cas les antennes locales qui sont concernées par les projets, pour essayer de partager avec eux plus tôt qu'au moment de l'enquête publique. Et alors c'est beaucoup moins visible probablement du grand public et des citoyens, mais ça fonctionne, enfin quand même globalement ça fonctionne, et les associations participent quand même un peu plus à certaines décisions, à certains choix, et aussi en fait d'acquérir leur accord sur le projet qui est proposé. Ça permettra aussi plus facilement derrière de faire accepter le projet par le plus grand nombre. Donc c'est encore embryonnaire. Mais on le voit un peu plus maintenant dans les projets, et il y a un peu plus un engagement des maîtres d'ouvrage sur le sujet, mais notamment aussi parce qu'ils se rendent compte que avec les réseaux sociaux, avec la presse, etc., en fait maintenant la moindre erreur ou en tout cas le moindre impact sur une branche d'arbre, sur un habitat ou quoi, maintenant ça atterrit partout, et donc c'est aussi en leur faveur que d'associer les associations et, si possible, les citoyens dans les choix des projets pour les faire accepter aussi plus facilement quand ils sont sur des secteurs particulièrement sensibles. Oui. Juste un point de précision sur l'histoire de la sensibilisation du public, l'acceptation du public sur nos métiers. Moi, je vais parler au prisme du mien, donc sur la question de l'inondation, qui est comme je vous le disais tout à l'heure, un repoussoir, et pendant longtemps, on s'est cassé les dents sur... on se faisait plaisir entre techniciens, entre nous, on comprenait les sujets, les solutions faisaient sens, mais en fait, on n'arrivait pas à pénétrer le grand public. Et en fait, la communication de nos sujets est un vrai métier. Nous, on s'en est rendu compte il y a quelques années, on s'est fait aider. Alors, évidemment, quand on parle de boîtes de communication, ça fait toujours un peu peur, mais il y en a qui sont spécialisés dans l'approche territoriale. On travaille avec une notamment qui est à Paris, mais qui travaille sur toute la France, et qui nous a, mais alors, totalement dépoussiéré notre façon de voir les choses, la façon de vulgariser certains messages qui étaient totalement inaudibles, qu'on comprenait entre nous, évidemment, parce que sans être présomptueux, quand on a fait des études, on ne se rend pas compte en fait qu'il y a un décalage énorme. Vous allez à Châtillon-sur-Seine ou ailleurs, moi j'aime beaucoup mais en fait il faut arriver, comme vous le disiez tout à l'heure, à adapter son discours à la façon dont les gens conçoivent leur territoire ou autre. Et je trouve que sur nos sujets, on a réussi, à l'aide d'une société qui est capable de rendre intelligibles nos concepts. Et puis alors, sur les vecteurs, et je rejoins la collègue tout à l'heure qui bosse au COJO, aujourd'hui, on ne peut plus, et on peut le déplorer si on aime la lecture physique d'un livre, aujourd'hui, on est obligé de s'adapter aux mœurs actuelles, et il faut passer par du numérique. Et là aussi, on a des sociétés qui sont très très fortes. On fait beaucoup de vidéos très courtes, 2-3 minutes, pour expliquer nos sujets. On a une boîte à Lyon, pareil, qui est extraordinaire,
On a fait, par exemple, une vidéo sur les diagnostics de territoire de vulnérabilité aux inondations. Donc, vous imaginez déjà le côté totalement... Rien que de dire le truc. Voilà. Vous avez perdu déjà la moitié des gens. Eh bien, en 3 minutes, ils ont fait un travail extraordinaire qu'on n'est pas capable, nous, de faire. Donc, il faut aussi, comme vous dites, décloisonner, mais aussi décloisonner avec des métiers qui n'étaient pas du tout en rapport avec les nôtres auparavant. Et on le fait, nous, avec bonheur pour l'instant. On a commencé en Île-de-France et on déploie ça maintenant sur le reste du bassin. Avec des surprises, et je terminerai là-dessus. On a des vidéos qui ont été vues plus d'1 million de fois. Ça nous a totalement surpris et finalement convaincus que cette passerelle-là avec d'autres métiers qui n'étaient pas forcément les nôtres est sans doute une bonne solution, au moins pour arriver à toucher le public. Merci à tous. Vulgarisation, oui, ça m'a fait penser à un terme que je voulais mettre, c'est judiciarisation de l'environnement. On va s'orienter de plus en plus aussi vers travailler avec des avocats, voilà, pour contrer des projets complexes, soit faire sauter des PLU ou voilà. Donc en fait, il y a le droit de l'environnement est très proche du droit de l'urbanisme dans nos métiers. Enfin voilà, il y a des interpénétrations qui sont pas toujours faciles à comprendre, mais en tous les cas, comme on va s'orienter de plus en plus vers une judiciarisation de l'environnement, eh bien il faut aussi organiser les choses en fonction de ça, quoi. Et puis peut-être une éthique. Enfin voilà, on reparlera de cette histoire d'éthique. Merci à tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait faire une remarque, intervenir? Merci Florence pour ta proposition de charte. Elle me paraît extrêmement importante. Et parce que je sens monter depuis quelques années quand même des réflexions et des prises en compte concrètes des valeurs. Et c'est ce sur quoi je voudrais revenir. Tu fais rappel à la judiciarisation qui est en train de venir. Joachim, cette judiciarisation des trajectoires, tu disais qu'elle n'existe pas encore dans le domaine de l'environnement, oui, mais elle commence à apparaître dans un registre qui n'est pas du tout le nôtre aujourd'hui. Je le signale, mais je ne voudrais pas lancer le débat là-dessus, qui est celui du délit d'intention. On a dû voir ça dans différentes circonstances, et quand... dans un travail précédent, Espace et Milieu, travaillé sur démocratie et territoire, ce délit d'intention pose quand même de très sérieux problèmes. Je voudrais plutôt revenir sur cette notion de valeur. Il y a une chose que je supporte de moins en moins bien, c'est d'entendre l'un de mes interlocuteurs dire telle ou telle personne n'a pas de valeur. Valeur morale, valeur éthique, bien évidemment. Je supporte de moins en moins bien cela parce que je pense que tout le monde a des valeurs. Personne n'en a pas. Simplement, il n'a pas la même hiérarchie de ses valeurs. Et ça change tout. Et ça me ramène à une question que je voulais vous poser tout à l'heure, dans les mots qui manquent, c'est le mot d'équilibre. C'est un mot que je n'ai pas entendu. Je dirais par rapport au regard de ces valeurs, quand je dis que tout le monde en a, mais que nous n'avons pas la même hiérarchie, c'est simplement que nous ne mettons pas le même contrepoids d'une valeur ou d'une autre, monétaire, biodiversité, humaine, etc., l'une en face de l'autre. Les plateaux de la balance ne sont pas les mêmes. On a tous les mêmes valeurs. Mais sur le terrain, quand vous parlez de négociation, quand nous parlons, parce que je le fais aussi comme vous, quand nous parlons de partage, de co-construction, quand on n'a pas le même équilibre de ces valeurs, ça pose quand même de très sérieux problèmes. Juste prendre un exemple, j'étais il y a 2-3 semaines dans une commission départementale de l'eau avec le préfet, et on avait autour de la table tous ces acteurs que vous avez évoqués. Et je faisais remarquer que la biodiversité méritait un petit peu plus d'attention que ce qui était dit, exactement ce qu'on entend ici. Ce à quoi un président de CLE me répond, mais Monsieur Benest, on est tout à fait d'accord avec vous, c'est une question d'équilibre.
Et cette notion d'équilibre, je l'entends depuis plusieurs décennies, vous aussi, et on voit où elle nous a menés. N'est-ce pas, Fabien, l'Anthropocène? Qu'est-ce que vous mettez dans cette notion d'équilibre? Oui. Moi, ça me fait penser, ça m'évoque en fait, j'y pensais après, mais tout ça finalement a trait au projet politique, au sens politique de vivre, partager la cité, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on se donne comme cadre, direction, ensemble. Et là, du coup, on peut plus juste prendre les questions environnementales à part. En fait, elles s'articulent de fait avec d'autres données et lesquelles on donne la place. Et c'est un peu, un pas. Enfin, à mon avis, c'est un pas qu'il faut faire vers ces enjeux-là quand on traite de ces questions écologiques très concrètes. Parce que sinon, on se heurte à ça, en fait. On se heurte à l'incompréhension, au conflit. Et donc, moi, ça m'évoque cette notion d'équilibre, ça m'évoque ça. Quel est le projet de vivre ensemble sur un territoire, en fait? Qu'est-ce qu'on se donne comme ligne de conduite, quoi? Est-ce que la notion d'équilibre n'est pas liée au choix? C'est des choix qui vont permettre d'aboutir à un équilibre. Mais c'est des choix avant. Hein. Les intrants qu'on a, on ne les met pas tous au même niveau. Et ça permet de construire une trajectoire, une direction, de définir une direction. Mais c'est des choix. On revient à quel choix on fait pour construire la société. Puis après, ces choix, il faut aujourd'hui beaucoup les expliquer. Donc, il faut beaucoup les avoir, être capable de les justifier, de savoir pourquoi on a fait ce choix-là. On ne peut plus simplement dire c'est un choix politique. La politique doit s'expliquer. Parce qu'on a bien vu que quand même, on a parlé du changement climatique, tous les choix qui ont été faits n'ont pas été les bons. Hein. Peut-être on ne les a pas assez discutés, partagés, donc il faut mieux les expliquer. Ce qu'on fait peu aujourd'hui, il n'y a qu'à entendre les médias tous les matins. Merci. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions peut-être on peut prendre avant de terminer? Déjà, merci, c'est très intéressant. Et moi, je me demandais, est-ce que... il y a toute une logique globale, je pense, qui part des politiques globales avec les notions de transition écologique, de changement climatique, etc., et qui va à la fille ou au garçon qui va couper l'arbre ou qui va planter l'arbre. Et est-ce que déjà vous vous sentez intégré à cette espèce de logique globale? Je pense pas trop. Je vois pas trop les structures, les chaînons qui lient toutes ces échelles-là. Et voilà. Et est-ce que la sémantique, les grandes notions, les grands discours, c'est pas un enjeu justement, peut-être en les clarifiant, en créant moins de notions. Enfin, je sais pas trop, mais est-ce qu'il n'y a pas un enjeu là-dedans, juste de rassembler tout le monde dans une logique un peu plus globale de cohésion? Peut-être un peu idéaliste, mais je sais pas. Je pense que la sémantique a un enjeu là-dessus. Voilà. Oui, est-ce que quelqu'un souhaite répondre? C'est une vaste question. Moi, je me méfie beaucoup des mots. Hein. Beaucoup de gens savent utiliser les mots et pour autant ne font pas grand-chose derrière. Hein. Parfois, il faut mieux faire et moins utiliser de mots aussi. Faut parfois être plus pragmatique, plus terre-à-terre, si je puis dire, et plutôt que de se cacher devant les mots de résilience, de changement, tout, qui font aussi beaucoup de greenwashing. On les voit sur toutes les plaquettes de tous les grands groupes. Hein. Je ne dis pas de mal. Donc c'est que tout le monde sait les utiliser, en fait. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est d'où le dictionnaire, d'où la nécessité de se retrouver derrière des définitions précises, des valeurs. Enfin, voilà, ta question nous ramène à ce qu'on vient de se dire, quoi. Mais faisons aussi attention. Hein. N'accumulez pas, et notamment devant un employeur, les 10 bons gros mots, hein, parce qu'autrement, c'est un peu ridicule, quoi. Merci. Pour la sémantique, très rapidement, en fait, Espace à Milieu a quand même été vachement en avance sur... on est très en avance. Ça a été je crois que ça existait avant. Hein, il y a eu, Jean-Pierre, une rupture, et puis après,
dans les années 87, hein, c'est ressorti là, Espace et Milieu, mais c'était une des formations qui faisait, et justement qui était très en avance sur les aspects sémantiques, etc. Et c'est ça qui fait la force, c'est ce colloque qui nous permet de projeter là encore dans les 40 prochaines années, c'est voilà, le système de valeurs qui a fait qu'on a tous adhéré à cette formation et on est habité. Moi, je suis habitée par cette formation, en fait, depuis le début. Mais j'ai l'impression, des fois, auprès d'élus, avec qui j'ai pas mal travaillé, mais d'élus plutôt, je dirais, de droite quand même, hein, voilà, ça a été, j'étais un peu extraterrestre, un peu quand même, hein. Donc, restons extraterrestres un peu, je trouve. D'ailleurs, pour parler de territoire, mais pour parler de territoire, restons extraterrestres pour regarder de loin, pour garder le recul qu'il faut et pas être embarqué dans les petites histoires. Oui, une dernière réponse, puis on va s'arrêter. C'était juste pour rebondir, j'entendais derrière comme une idée qu'il y aurait un terme qui viendrait emmener tout le monde, et de la planète aux planteurs d'arbres, tout le monde se retrouverait quoi, derrière un mot fédérateur. Bon, moi je vais parler en géographe, et le projet me semble difficile, et puis d'ailleurs c'était bien l'idée du dictionnaire sur l'anthropocène de déconstruire ça, que effectivement il y a des mots qui viennent à un moment fédérés, mais que finalement derrière on résout pas. On résout d'autant moins les choses que là on parle en contexte français, et que évidemment, alors déjà dans le contexte français on voit que selon les territoires urbains, ruraux, périurbains, les classes sociales, tout ça, c'est extrêmement complexe. Alors, passer les frontières, déjà, ça devient encore plus complexe. Et allons sur d'autres continents, partageons ces réalités-là et ces mots-là. C'est un vaste projet. Hein. Mais en même temps, il ne faudrait pas oublier que ça existe. Pour donner un exemple très rapide, je reprends cet exemple de cet objet, hein, un peu original, à la cueillette, là. On doit travailler par exemple sur les populations chinoises qui cueillent. L'idée c'est de voir avec eux justement biodiversité, tout ça. Est-ce que c'est intégré, pas intégré? Pas forcément. Est-ce que c'est grave? Pas forcément non plus. C'est peut-être d'autres représentations. Enfin, il faut aussi spatialiser les choses, nuancer les choses en fonction des territoires, à l'échelle mondiale aussi, quoi. Recontextualiser, quoi. Merci beaucoup. On va prendre une dernière remarque rapide. Ah oui, je vois que vous avez posé beaucoup de questions concernant les difficultés de communication entre chacun, les problématiques qu'on n'a pas les mêmes valeurs, mais je vous invite à vous intéresser à la notion de neurodiversité. Justement, c'est les neuropsychiatres qui sont inspirés du terme biodiversité pour parler de la neurodiversité. C'est un concept qui dit que personne n'est bête, tout le monde est intelligent, mais on est juste différent. Et en s'intéressant aux fondamentaux de la neuropsychologie, c'est ce qui permet de savoir comment communiquer avec chacun. Donc n'hésitez pas à faire appel aux associations de professionnels qui regroupent les neuropsychologues. C'est l'association Vaincre l'autisme qui m'a fait appel à ça. Enfin, ils sont spécialisés en autisme et en fait, ils ont été porte-parole sur ce sujet et j'ai développé un mémoire là-dessus. Et donc, voilà, je ne vais pas vous faire une conférence en entier, mais je serais capable si vous voulez. Mais voilà, n'hésitez pas à vous intéresser à la question. Il y a même des livres très bien vulgarisés à ce sujet. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir terminer cette première table ronde. De toute manière, si vous avez d'autres remarques ou questions, je pense que vous pourrez les poser aussi à la prochaine table ronde qui est un peu dans la continuité de la première. Donc déjà, merci à tous les intervenants de cette première table ronde pour cet échange. Et donc je vais laisser la place aux intervenants de la deuxième table ronde et dont les modératrices seront pour cette deuxième table ronde Emmanuelle Mocard et Clotilde Lecaster.